Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis. On va attendre que les gens arrivent tranquillement sur le Media Live ce soir. Une émission assez exceptionnelle qui a choqué certaines personnes et à la rigueur, on pourrait se mettre à leur place et on pourrait les comprendre. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on va en parler avec les forces de police ce soir que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Ça a été compliqué, très très long de pouvoir trouver du monde. On sait très bien, on est dans un pays avec la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'est pas donnée à tout le monde malheureusement. On le constate de plus en plus. Donc, il y a des gens qui ont accepté. On va accepter que certaines personnes ce soir soient cagoulées. Avant de démarrer ce live, les personnes qui sont cagoulées, on va vous demander de montrer votre carte de police parce que c'est super important de montrer à tout le monde que vous faites bien partie de la police. Donc, si vous pouvez montrer vos cartes de police, je pense que c'est super important. Voilà, ce sont bien des policiers, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont décidé de parler avec nous ce soir, de répondre à nos questions et je pense que déjà, c'est très très bien de leur part et c'est pas tout le temps évident, il faut savoir être honnête, c'est pas toujours évident, surtout dans le climat actuel. Et d'ailleurs, on a Alexandre Langlois du syndicat Vigie qui est avec nous ce soir, qui a décidé de parler avec la plus grande justesse depuis un petit moment, qui a décidé de dire beaucoup de vérité. Et malheureusement, il en a payé les pots cassés et on va pouvoir en parler avec lui dans quelques minutes. Merci à toi, Philippe, d'être encore parmi nous ce soir. Tu es là pour faire régner indirectement la justice, pour essayer d'aller chercher les droits au plus profond en étant juste sur les choses. Je tenais vraiment personnellement à ce que tu sois là ce soir. Ça peut faire l'intermédiaire. Et si jamais il y a des choses à travers ce live où tu n'es pas d'accord ou quoi que ce soit avec ce qui va être dit avec les forces de l'ordre qui sont avec nous ce soir, n'hésite pas à te manifester et à nous dire ce que toi tu en penses d'un point de vue, on va dire, au niveau de la justice, puisque tu fais pas partie. On sait bien que normalement il y a une différence entre la police et la justice. Enfin, dans la logique des choses, c'est comme ça que ça doit se faire. Et je pense que c'est important qu'on ait ta parole. Alors, on ne présentera pas forcément, et tout le monde le comprendra, on ne présentera pas nos deux policiers. Donc, il y a un homme et une femme qui sont là ce soir. Je tiens à rappeler, au moins c'est clair pour tout le monde, et même pour les services de renseignement de la police qui font un énorme travail au quotidien, que je ne connais ni leur identité, ni leur numéro de téléphone, ni quoi que ce soit. On s'est rencontrés à travers des comptes fake sur Facebook, on sait tous comment ça marche. Voilà, au moins c'est clair pour tout le monde. Et puis si je dois être interrogé là-dessus, il n'y aura pas de souci, mais j'ai déjà répondu aux questions. Je ne les connais pas et je ne veux pas les connaître. C'est bien plus simple pour moi. Et donc j'ai ni leur numéro de téléphone ni quoi que ce soit et je pense qu'ils pourront le confirmer. Alexandre Langlois, merci d'être avec nous ce soir. Tu as interpellé les choses. Merci de m'avoir invité. Comment? Je t'écoute, Alexandre. Allô, allô, tu m'entends, Alex? On doit avoir un petit décalage. Ah, il y a un décalé. Ouais, Bon, on doit être en décalage. bon, c'est pas grave. Je lance la question et puis on répondra après derrière. Alexandre, on peut dire que tu es quand même un lanceur d'alerte sur les choses pour que ça se passe correctement. Tu es fonctionnaire de police, tu fais aussi partie d'un syndicat, mais tu as trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et tu as décidé de le dire. Pour les gens qui ne te connaissent pas, essaye de nous rappeler un petit peu ce que tu as fait, où tu en es, les sanctions que tu as eues, pourquoi tu l'as fait. Et, euh, et puis voilà. Bon, très brièvement, j'en suis là parce que je suis pas tout seul. Comme tu as dit, c'est un travail collectif. Moi, je fais que porter la parole et finalement, c'est la poursuite de mon travail de policier, en fait, mon engagement syndical et ce que j'ai pris comme position. Que si je suis rentré, c'est pour défendre les plus faibles et qu'il y a des choses qui sont insupportables pour un policier à l'heure actuelle, qui est rentré par conviction. Ensuite, les choses que j'ai dénoncées au nom du syndicat, hein, c'est pas à titre personnel que je l'ai fait, c'était des agressions sexuelles d'un médecin de la police nationale qui est depuis condamné par la justice. Ça a été la falsification des chiffres de la délinquance. Donc c'est un problème de conscience pour nous, un problème de prise en charge des victimes et un problème du dépend des policiers, parce que quand la délinquance baisse à Marseille, le lendemain on se règle les comptes à la Kalash dans la cité.
le ministre qui m'a sanctionné avait un audit en sa possession sur la zone de Marseille qui confirmait exactement que les chiffres étaient truqués. Voilà. Ensuite, le dernier point, ça a été sur les suicides dans la police nationale. Il y a plus de 60 suicides de mes collègues depuis que M. Castaner a pris ses fonctions, plus de 100 depuis que M. Morvan, le directeur général de la police nationale, a pris ses fonctions. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis 10 ans déjà, quasiment depuis que je suis rentré dans la police, parce que c'est quand même une honte, il n'y a pas d'autre mot, qu'un policier ait plus de chances de mourir de sa propre main qu'attaqué par des criminels, des délinquants ou un terroriste. Et c'est une honte également que pour le moment rien ne soit fait, après organiser des barbecues conviviaux et essayer de faire taire tous les collègues qui voudraient essayer de faire des choses. France Télécom Orange, 19 suicides en 2 ans, donc nous c'est 100 suicides en 2 ans, enfin, plus de 100. La direction de France Télécom, tout au tribunal en correctionnel, le procureur demande les peines maximales pour la direction. Chez nous, ils sont en train encore de compter les cadavres. Donc c'est vraiment une honte pour des personnes qui s'engagent pour la France et défendent la population. Après, il y a deux choses sous-jacentes et qui ne sont pas officielles. C'est que les gens du syndicat Vigie, on prenait la parole sur les plateaux télé, sur le mouvement des Gilets jaunes pour expliquer le maintien de l'ordre, expliquer que nos collègues sur le terrain n'avaient pas forcément une vision d'ensemble de la situation, donc ne pouvaient pas refuser des ordres illégaux quand on les voyait a posteriori. Sur le terrain, ils étaient pris sur le mouvement, ils ne pouvaient pas avoir d'analyse et de recul. Donc on a dénoncé les donneurs d'ordre qui organisent ce désordre, ces donneurs d'ordre qui nous envoient en pâture dans la population, ces donneurs d'ordre qui mutilent et qui blessent, voilà, et qu'on ne te trompe pas de responsable réel de la situation, bien qu'il y ait pu avoir des responsabilités individuelles en bout de chaîne, mais il faut aller aux causes. Voilà, et le cinquième point qui est aussi non marqué par écrit sur ma sanction, ça a été l'affaire Benalla. On a trouvé que c'était une honte au niveau de notre syndicat que n'importe qui puisse se balader avec un brassard police et usurper les qualités, que ça ne choque pas la présidence, ça ne choque personne. Donc maintenant, n'importe qui pourrait faire la même chose, il n'y aurait pas grand-chose en fait. Donc c'est une honte. Et le lendemain de mon passage d'envoyé spécial sur le sujet, c'est la date où le ministre a choisi de me sanctionner. Voilà, parce que ma sanction, donc j'ai été exclu de fonction pour 12 mois, dont 6 avec sursis. Les 6 avec sursis étant, bien entendu, si j'arrêtais de faire du syndicalisme, ils allaient être gentils avec moi. Donc j'attends de reprendre du service pour pouvoir être de nouveau sanctionné pour les 6 mois de sursis. D'autant que j'en profite, hein, petit coup de pub, j'ai fait un Fais-le. livre là qui est sorti lundi dernier, L'ennemi de l'intérieur, donc sur les dysfonctionnements de la police nationale et les dérives. Et ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'ils voudront m'envoyer en conseil de discipline pour ça aussi, alors que je ne fais que dénoncer par des faits et dans l'intérêt général. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas parce que je suis exclu de fonction. Donc finalement, c'est amusant. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui ont été solidaires et qui m'ont permis de continuer le combat parce que je gagne zéro. Et pour le moment, je suis le premier policier payé en direct par le peuple et ça me permet de continuer. Donc j'en profite à remercier toutes les personnes qui soutiennent ce modèle de police parce que la police est nécessaire, mais même les policiers sont écœurés de comment on peut être utilisé par moment. Alors, euh, on va pouvoir enchaîner sur les choses et c'est vachement important ce que tu es en train de dire, Alexandre. On va arrêter de se cacher des choses. On est là pour être honnête avec tout le monde et pour être honnête tous ensemble. Les dérives de la police, les exactions de certains policiers qu'on peut voir à travers les manifestations, un an de mouvement, beaucoup trop d'éborgnés, beaucoup trop de victimes, des gens massacrés. Je suis désolé de prendre ces termes, mais on a vu des gens massacrés dans la rue, des personnes âgées, des femmes, n'importe qui aujourd'hui peut être victime de certains agissements de certains policiers. Je pense qu'il faut savoir le dire quand même, puisque aujourd'hui, on a la chance d'avoir des vidéos. Et encore une fois, Manu, qui vient de perdre son œil, Alexandre, tu étais à cette manifestation. Heureusement qu'il y a des liveurs pour faire voir un peu la vérité des choses, parce qu'on aurait peut-être pu faire passer Manu pour un casseur encore, ou pour quelqu'un qui était en train de faire des exactions ou quoi que ce soit. Alors qu'absolument pas, Manu était en train de discuter et a pris une grenade acrymogène dans l'œil, apparemment sur un tir tendu, ou alors un tir en cloche, je ne sais pas, mais alors peu importe, en tout cas, il l'a pris dans l'œil. On voit toutes ces choses qu'on a pu voir à travers ces manifestations et aujourd'hui, on en est où? Il faut être clair avec tout le monde et moi, je le constate de plus en plus. Je comprends la colère des gens, la colère des gens qui se sont fait gazer alors qu'ils n'étaient pas pacifistes, la colère des gens qui se sont fait interpeller alors qu'ils étaient pacifistes, la colère des gens quand ils finissent devant les tribunaux et qui prennent du sursis ou des fois du ferme alors qu'ils essayent de faire avancer les choses correctement. Alors, quand je dis correctement, pourquoi je m'exprime là-dessus?
je dis que tout le monde doit prendre sa part de responsabilité. Quand tu casses une vitrine ou que tu jettes un pavé, si tu es attrapé, que tu es sanctionné, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu as fait un geste, tu dois l'assumer. Moi, je parle pour les gens qui n'ont strictement rien fait et qui aujourd'hui sont condamnés ou condamnables ou malheureusement à travers certaines forces de police, et on va en parler ensemble et j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez de tout ça, parce que malheureusement les gens rentrent dans des amalgames et aujourd'hui ils mettent la police tous dans la même case. Et de plus en plus, ça fait longtemps que je le dénonce, ça fait déjà 4-5 mois en arrière, je disais attention, attention, les ordres du gouvernement, la violence d'État, les ordres qui sont donnés aux forces de police va mener tout le monde dans le même bateau. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va amener un fossé énorme entre notre police et les citoyens. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer malheureusement. En tout cas, c'est ce que je pense et je vais vous laisser vous exprimer là-dessus après. Maintenant, il y a des choses quand même qui me choquent. Des ordres, oui. Des ordres sont donnés. On a tous un patron derrière nous où on doit respecter ces ordres. Je suis d'accord. À partir du moment qu'on prend un LBD 40 dans les mains, qu'on vise et qu'on tire, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière en train de vous taper sur l'épaule pour vous dire il faut appuyer sur la gâchette et tirer? Moi, c'est vraiment une réponse que j'ai envie d'avoir ce soir et après on continuera sur les autres choses. Alors, on a une femme avec nous et je pense que la meilleure des choses, c'est de donner la parole à cette femme policière qui est là aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait normal et par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je voudrais savoir, toi, ton ressenti, toi en tant que fonctionnaire de police, comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à nos citoyens? Alors, écoute, déjà bonsoir à tout le monde. Personnellement, pour avoir déjà bossé sur ce type de manifestation, mais pas spécifiquement des manifestations gilets jaunes, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, la pression est lourde, l'attente est longue, les mises en place sont extrêmement difficiles. Et que de ce fait-là, tu es souvent confronté à un désordre général. C'est-à-dire que on te donne une consigne, on t'en donne une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Donc en fait, je pense qu'il y a un dysfonctionnement déjà interne sur les ordres donnés, parce que concrètement, tu sais plus à quelqu'un te vouer, qui écouter, et concrètement, c'est d'une minute à l'autre, ça change. Donc déjà, il y a un manque de communication à toute l'échelle hiérarchique, mais ça, tu trouves ça sur des manifestations de grande ampleur, comme tu peux trouver ça dans les services de manière générale. Donc le problème déjà commence de la communication, que ce soit de la base vers la hauteur ou de la hauteur vers la base. Hein. Malheureusement, à tous les niveaux, tu as des pigeons et tu as des pigeons. Hein. Donc voilà. N'hésite pas à parler un peu plus fort, parce que les gens me disent qu'ils t'entendent pas beaucoup. Je suis désolé, hein. Et Philippe, Donc, apparemment, tu as la télé qui marche si tu peux la couper. Ah oui. Donc je te disais qu'à côté de ça, à tous les niveaux, en fait, c'est un problème de compréhension et un problème de communication. Concrètement, entre ce que tu entends en bas et ce qu'ils veulent que tu entendes en haut, il y a une déperdition d'informations et ça change tout le temps. Les mises en place sont longues, c'est très très dur. Les collègues sur place, c'est pas forcément évident, les conditions ne leur permettent pas forcément de bosser aisément, le matériel non plus. Et il y a des choses qui sont pas dites clairement. Mais on te laisse entendre que si c'est pas fait, ça va barder derrière. Donc concrètement, c'est pas forcément libre. D'accord. Une question qui me revient, je vais la poser à tout le monde, hein, personne ne passera à côté. Beaucoup d'éborgnés, beaucoup de blessés à cause de cette arme de guerre, hein, je suis désolé de le dire, mais moi je le pense comme ça, le LBD 40. Est-ce que tu penses que quel est le problème sur ce LBD 40? Parce qu'il y a un réel problème et je ne suis pas absolument certain qu'on force nos forces de l'ordre aujourd'hui à appuyer sur la gâchette. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le LBD, très clairement. C'est une arme. Par contre, il y a peut-être un manque de formation. Il y a un manque de formation. De toute façon, au sein de la police nationale, on te met des armes à disposition. On te fait une petite formation pour la prévention et les mises en sécurité, les conseils de sécurité concernant cette arme. Mais la formation tout au long de la carrière du fonctionnaire de police, et Alexandre il pourra certainement te le confirmer parce qu'il a autant si plus d'expérience que moi, il pourra te confirmer que c'est pas en faisant 3 tirs par an avec ton arme de service et quelques tirs de remise à niveau pour que ton habilitation elle soit toujours valide que tu peux prétendre maîtriser une arme. Donc, Alexandre, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi là-dessus, mais le ressenti de mon côté, c'est plutôt ça. On a un cruel manque de formation parce que pas suffisamment de mise à disposition de créneaux, ni de locaux, ni de personnel on va dire, habilité à former les gens. Donc, on sollicite toujours des formateurs PSI, des choses comme ça, mais à côté de ça, tu n'as pas de résultat derrière, il n'y a pas assez de formation, très clairement. Alexandre? Je vais rebondir parce qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec
Un tir au LBD, tu es formé un tir de 5 balles tous les 3 ans. Je rappelle que nous, on avait alerté l'administration en leur disant un tir tous les 2 ans. À l'époque, c'était en 2016 de mémoire. La réponse du DGPN avait dit, ouais, bah, grosso modo, comme ça ne sert à rien, ce sera même plus tous les 2 ans, ce sera tous les 3 ans. Donc c'est une honte. Et savoir que le tir se passe dans un stand de tir aseptisé. Et sur les 5 balles que tu tires tous les 3 ans, tu dois en avoir 2 qui touchent la cible. Et alors, le problème de formation, donc j'ai enlevé les quelques cas individuels qui peuvent poser problème, mais de façon générale, quand tu regardes les gens qui sont incriminés sur les tirs de LBD, qui mutilent, qui éborgnent et qui sont pas réglementaires. D'abord, tu as ceux qui sont plus incriminés, c'est mes collègues de la BAC. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni formé au maintien de l'ordre, ni formé au LBD. Ensuite, les CRS, qui sont très bien formés au maintien de l'ordre, sont moins incriminés parce qu'ils restent très mal formés au LBD. Et enfin, les gendarmes mobiles, qui sont bien formés au LBD et bien formés au maintien de l'ordre, sont quasiment pas inquiétés pour des tirs de LBD. Donc, une fois de plus, ce n'est pas l'arme qui pose problème, c'est la formation qui va avec. Après, c'est le cadre légal d'emploi. Voilà, parce que de toute façon, enfin, j'allais dire, nous, chez nous, à Vigie, on n'est pas forcément attaché au LBD, mais il faut forcément une arme de catégorie intermédiaire. On ne peut pas passer du tonfa matraque à directement tirer à balles réelles. Donc, il faut avoir quelque chose d'intermédiaire. Maintenant, il faut le cadrer légalement de façon propre et avoir une formation surtout adéquate. Et pour le moment, pour des raisons d'économie budgétaire, eh ben, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, je vais laisser répondre notre deuxième policier qui est masqué, mais déjà par rapport à ce que je peux entendre, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu et je voudrais qu'on arrive à en parler après, mais on va d'abord laisser répondre notre force de police qui est masquée encore ce soir. Moi, je voudrais vraiment entendre si vous pensez qu'il y a eu des dérives de certaines personnes par rapport au LBD 40. Parce qu'on voit certaines vidéos quand même. Je vous rappelle que quand même qu'il y a 2 jours, du LBD 40 a été utilisé contre des lycéens, alors qu'il y avait un feu de poubelle, certes, au milieu de la route. Est-ce que pour écarter les gens d'un feu de poubelle, un simple tir lacrymogène ne suffit pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser le LBD 40 pour disperser ce genre de personnes et ce genre de problème que vous pourriez rencontrer ou que vos collègues pourraient rencontrer? Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, je tiens à te remercier de me permettre de m'exprimer. Hein. Donc, merci à vous tous d'être là et puis merci aussi aux internautes qui nous écoutent. Je vais rejoindre mes collègues concernant la formation. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport aux anciens flashballs, ce qu'on avait avant, c'était une autre arme. Mais malheureusement, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Je suis désolé de dire ça, je sais que ça ne va pas plaire à certains de mes collègues. Mais il y a du grand n'importe quoi avec certains collègues. Le LBD, c'est une arme qui est extrêmement précise. C'est une arme qui, contrairement au flashball, point visé, point touché. Lorsqu'un collègue tire dans la tête de quelqu'un, à titre personnel, j'ai déjà tiré au flash, j'ai déjà tiré au LBD, je ne vois pas comment c'est possible, comment il est possible de tirer dans la tête de quelqu'un. Quand j'entends certains collègues dire j'ai tiré au LBD, mais on ne sait jamais, le type en face peut se baisser pour esquiver la cartouche. J'ai envie de dire, mon garçon, arrête de nous prendre pour des cons. C'est pas possible. Bon. Mis à part ça, mis à part ce problème, parce que malheureusement, des imbéciles, il y en a partout. Mis à part ce problème. Là, je rejoins totalement Alexandre, c'est par rapport à l'arme intermédiaire. Le LBD est quand même une arme extrêmement efficace. Ça nous évite de tirer sur les gens, on est bien d'accord. Arrêtez les. Voilà, je ne suis pas là pour tirer sur les gens, je me suis engagé pour ça. La formation, je vais te raconter une petite anecdote par rapport au flashball en tout cas. Lorsque j'ai passé mon habilitation flashball, j'ai tiré 2 cartouches avec le flashball. Et je peux te garantir que ça, c'était une arme extrêmement précise. Hein. C'était vraiment du bon n'importe quoi. Lorsque j'ai fait ce qu'ils appellent le second tir de flashball, en fait, pour continuer, pour voir si c'était toujours prêté au flashball, c'était au mois de décembre. Donc, je ne sais plus quelle année exactement, ça remonte à quelques temps quand même. Il n'y avait plus de cartouches à cause des restrictions budgétaires. Lorsque j'ai demandé au moniteur ce que je devais faire pour la cartouche, il m'a dit, bah écoute, fais mine de tirer. C'est con. J'ai pris la cible, j'ai visé, j'ai dit pan. Le moniteur m'a dit, bah c'est bon, c'est renouvelé, c'est impeccable. Et ça, c'est véridique, c'est pas une blague ce que je te raconte. Donc ça, c'est pour rebondir sur Flashball. Maintenant, pour terminer, je vais parler des lycéens. J'étais pas sur place, je peux pas parler. Tu me parles de gaz, mais jeter du gaz à côté d'une poubelle en feu, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Est-ce que le tir était justifié ou pas? Très sincèrement, je n'étais pas sur place, je ne sais pas comment ça s'est passé.
Moi, ce que je demande simplement, notamment à mes collègues, si jamais ils m'écoutent, notamment ceux qui sont habilités LBD, c'est de ne pas viser dans la tête. Même si je sais que vous en avez ras-le-bol, je sais que c'est samedi sur samedi, que vous en avez ras le cul, je peux le comprendre, mais dites-vous bien que les gens qui manifestent en ont également marre. Ce problème ne pourra jamais se régler de manière violente. Ça ne se réglera que de manière politique, que ça nous plaise ou non. Si vous devez tirer parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'un chef de groupe vous met la pression pour tirer, parce que je peux comprendre, on peut toujours viser un côté, on peut toujours viser une jambe au pire des cas, ou un petit poteau, on est d'accord, mais pas la tête. Ni les parties intimes également. Après, moi, je te dis, j'ai participé à beaucoup d'actes des Gilets jaunes. J'ai vu des actes, malheureusement, je comprends que les gens aient la haine contre nous, malheureusement, et qu'au lieu de s'unir, bah, on n'est pas unis. Et c'est dommage. Mais après, tu sais, je peux pas non plus faire grand-chose par rapport à ça. Voilà. Non, je sais bien, mais je rejoins complètement ce que tu es en train de dire, parce que quand tu dis que c'est dommage, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que ce gouvernement est, à juste titre, les plus grands responsables de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça les arrange bien. Ça les arrange bien, pourquoi? Aujourd'hui, ce gouvernement, qu'on le veuille ou non, en tout cas, c'est mon intime conviction, et on va vous écouter après là-dessus, ne tient plus qu'avec sa police. En amenant la division avec les citoyens contre la police, en créant ce fossé, alors que je tiens à rappeler à tout le monde, tous les auditeurs qui nous écoutent, il y a 2 ans, tout le monde postait sur les réseaux sociaux, je suis Charlie, je suis ceci, je suis cela. On avait une fierté énorme des forces de l'ordre à travers tous les attentats que la France a pu subir. Et un énorme merci à eux au boulot qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Je suis désolé, mais je continue de dire qu'on aura toujours besoin de notre police et je continuerai d'élever mes enfants et ma fille, certainement pas en lui apprenant que la police est mauvaise, mais non, en lui apprenant qu'on a besoin de notre police. Maintenant, oui, il faut mettre le doigt sur les gens qui font mal les choses, sur les gens qui font des exactions qui sont totalement ignobles et à vomir. Un deuxième problème, et je vous pose la question, l'IGPN, c'est bien, on a bien vu que l'IGPN, alors je vais le dire avec mes mots, je sais que ça vous plaira, ça va pas vous plaire. Pour moi, c'est une énorme plaisanterie. La police qui juge la police, allons-y, c'est comme si moi je jugeais mon collègue. Bon, bah, je vais lui donner une image, puis au bout de 3 images, tu auras peut-être un avertissement. C'est une grande plaisanterie. Mais alors, cette partie de force de police qui use un petit peu du passe-droit que leur donne le gouvernement, cette carte blanche qu'on leur donne, des armes qu'on leur donne dans les mains, comment on les juge, comment on les condamne? Puisque aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte, même si on a essayé de nous faire un grand cinéma en essayant d'amener 2 policiers devant un tribunal et ce qui s'ensuit, bon, je crois qu'il y avait des exactions avec des vidéos qui étaient bien plus flagrantes et bien plus condamnables. Eux, on ne les voit pas devant les tribunaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a 2 justices. La justice n'est plus la même pour tout le monde. Voilà les gens où ils en sont. Voilà pourquoi ils sont dégoûtés. Parce que des gens qui sont dans des manifestations ont pris des sanctions lourdes, très lourdes dans les tribunaux, alors que d'autres ont fait des exactions qui sont totalement condamnables et ils ne sont ni condamnés, ni poursuivis, et d'ailleurs ni identifiés, puisque, je suis désolé de le dire aussi, certains de vos collègues, quand on leur demande où est leur RIO, c'est une douce plaisanterie avec un doux sourire, et on se fout de la gueule du monde. Alors, comment on fait pour condamner les gens qui doivent être condamnables aujourd'hui? Bah, pour te répondre très concrètement, l'IGPN, oui, tu peux penser que c'est une vaste plaisanterie, je suis plus ou moins d'accord avec ça, dans le sens où oui, un policier qui juge un policier, c'est un peu une vaste plaisanterie. Ensuite, dis-toi que les effectifs qui reçoivent les effectifs convoqués, c'est pas eux de leur propre initiative qui font ça, il y a encore des donneurs d'ordre. Il y a toujours un pont au-dessus qui vient donner un ordre à un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'au bas de l'échelle. Et très concrètement, bah, ça se passe comme ça se passe de la manière suivante. Tu te présentes dans ton petit service de l'IGPN à Paris, hein, rue Hénard, 12 rue Hénard pour pas les citer. Et puis, bah, tu cherches à savoir ce qu'ils veulent. Puis concrètement, tu te rends compte que bah, le collègue que tu as en face, c'est pas lui qui te veut du mal, c'est encore au-dessus parce qu'on veut des explications, on veut des coupables, on veut sauver la face. On veut sauver la face. Donc la vaste plaisanterie, elle est là, c'est qu'on veut sauver la face. Et tu as des collègues bah, qui tombent pour moins que ce qui se passe actuellement.
et tu as des collègues, bah, on ne sait pas pourquoi ça passe à la trappe. Donc après, cette histoire d'IGPN, c'est une histoire de double sanction, parce que concrètement, en tant que policier, tu dois être un fonctionnaire modèle. Tu vois, tu dois être le citoyen plus le citoyen plus le flic. Donc tu dois avoir la sanction pénale et la sanction administrative. C'est concrètement. Et après, c'est une douce balance, et puis c'est, on va dire, des petites négociations, l'étroitesse entre l'État et la justice. Donc des passe-droits, il y en a certainement, je ne sais pas. Moi, j'en ai jamais bénéficié en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est une vaste plaisanterie, l'IGPN. Par moment, on se demande exactement quel est leur but et quel est leur rôle dans tout ça. Très bien. Je vais laisser parler ton collègue qui est cagoulé aussi. N'hésite pas après pour après. Désolé, hein. C'est parce que je vois les internautes qui disent qu'on t'entend très très mal, attrape, rocher. Ou... Je sais que c'est compliqué. Parle très fort comme si tu étais en colère. je t'écoute par rapport à ça, par rapport à ces condamnations de certains policiers qui, à mon avis, ne sont pas condamnés. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'en pense que je comprends parfaitement la colère des gens par rapport à un sentiment d'injustice. Je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, concernant l'IGPN en soi, je ne connais pas assez la structure pour parler. J'ai jamais eu affaire à eux personnellement. Maintenant, je pense que comme dans toute structure, il y a des fonctionnaires qui sont intègres, qui travaillent correctement, et puis vous avez des autres. C'est dans toutes les structures. Concernant les tirs de LBD, notamment lorsqu'on essaie d'avoir le nouveau collègue ou on cherche des sanctions, notamment par rapport à ça, il faut savoir que l'IGPN a son rôle vis-à-vis des Gilets jaunes, mais a un autre rôle lorsque mes collègues vont intervenir en cité. Je peux vous le garantir que c'est pas pareil. Je peux vous assurer, il y a beaucoup de bavures, entre guillemets, ou même des bavures où c'est une action légitime, mais qui malheureusement a dérapé par rapport à une situation compliquée. Là, par contre, il n'y a pas de cadeau. Très souvent, il n'y a pas de cadeau. Alors oui, bien sûr qu'il peut y avoir des bavures, bien sûr que malheureusement, l'IGPN non plus n'est pas parfaite. Alors une solution par rapport à ça, moi je pense que ce qui serait bien, ça serait qu'il y ait, pourquoi pas, un organisme indépendant de la police qui puisse au moins donner son avis par rapport à une action, mais il faut également des policiers à l'intérieur. Pourquoi? Parce que un policier, en général, a conscience des risques et a conscience du métier dans lequel on intervient, enfin ce qu'on fait. Et avec une assemblée de citoyens, par exemple, ce policier peut éventuellement donner un avis également. Donc, on ne laisse pas que de simples citoyens, entre guillemets, comme je dis simple, évidemment. On ne laisse pas que de simples citoyens juger du bien fondé de l'action d'un policier, mais d'une sorte d'assemblée regroupant des citoyens et lambda, ainsi que des policiers également, pour pouvoir émettre un avis par rapport à ça. Maintenant, tu sais, je n'ai pas non plus la solution à tous les problèmes, malheureusement, je te l'ai dit. Mais je te comprends. Lorsque l'on voit, on parlait du cas Benalla, ça parlons-en, c'est fantastique. Allez-y. On voit la différence de traitement entre lui et puis d'autres individus. Mais j'ai un exemple très simple, hein. L'affaire Benalla qui porte un brassard de police alors qu'il n'est absolument pas policier, qui massacre, j'appelle ça massacrer, hein, c'est écraser des gens la tête par terre, ça s'appelle du massacre, qui n'est absolument pas condamné et condamnable aujourd'hui. J'ai un ami qui était dans le mouvement depuis un an, hein, qui s'appelle Yannick Romanecker, qui a mis un brassard police. Le lendemain, ils étaient chez lui. On a fait tomber son sursis et ce qui s'ensuit, et il a fini en prison. Voilà, tout simplement. On a un exemple concret. Alors voilà, que Yannick n'ait pas apporté un. Oui, mais Yannick n'est pas l'ami du président. Tu as oublié de citer ce détail important. Mais tu vois, par exemple, que Yannick n'ait pas apporté un brassard de police, ça, moi je suis tout à fait d'accord, je suis désolé, il n'a pas apporté un brassard, mais bien sûr. Le Benalla non plus. Et exactement. là, on voit qu'il y a une différence. Mais là, après, tu vois, c'est pas une question seulement d'IGPN, là, on est plus au niveau de la justice. Non, mais on se rend bien compte aussi aujourd'hui qu'on a une justice à deux vitesses et à deux sanctions totalement différentes. Philippe, à toi, dis-moi. On a une justice à trois vitesses. Dis-moi un peu ce que tu penses de tout ce qu'on a pu dire, Philippe, parce que je t'ai pas laissé la parole. Je pourrais faire la synthèse. Le LBD, c'est une arme intermédiaire qui sert surtout pour la légitime liste qui serait mise en danger. C'est encadré par le code de sécurité intérieure, je parle sous vos contrôles, donc c'est une arme qui évite de sortir l'arme létale de 9 mm qui, elle, c'est pour tuer. Hein. Mais attention, le LBD est aussi peut-être une arme létale, on dit non létale, mais
c'est quand même hypothétique. On peut tuer quelqu'un avec un LBD. Pour le moment, c'est pas arrivé, mais là, on a épargné quand même 26 personnes. Je crois que le LBD a été le défenseur du public. Parce que, évidemment, je ne blâme pas tous les fonctionnaires. Beaucoup de tirs de LBD. Et sur ces thèmes, on parle surtout de ceux qui ont été touchés au visage. Dire aussi que ceux qui ont été, par exemple, au tibia, j'ai comme cliente une reporter indépendante. Son tibia était nécrosé. C'était presque, ça pouvait s'approcher de la gangrène. On aurait pu lui couper le tibia. Bon, donc c'est une arme dangereuse et qui doit être utilisée vraiment qu'au dernier moment si le fonctionnaire de police est menacé. Je vais prendre l'exemple. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est qu'il y a une volonté politique, évidemment, de mater le mouvement et les manifestations. Et il y a eu une crainte, une grande peur, parce qu'on n'a jamais. Enfin, le pouvoir ne pouvait pas se rendre compte que la colère était immense et qu'il y a eu des provocations dès le départ que j'ai vues. J'ai été témoin. J'ai vu des manifestants venir à 9h le matin qui venaient de province. Tout de suite, ils recevaient une pluie de gaz, de palets de gaz lacrymogène, ce qui n'était pas normal. Ils étaient tout à fait pacifiques. Et la violence est montée. Et la violence a été instrumentalisée. Et j'ai même vu des casseurs avec des CRS qui étaient à 100 mètres des casseurs qui n'intervenaient pas parce qu'il y avait eu des ordres en disant laissez faire, tout ça pour abîmer l'image des gilets jaunes. Et ça a continué. On a même fonctionnaires des forces de l'ordre étaient habillés en casseurs, en black bloc, et qui rentraient dans les cordons des gendarmes sans être inquiétés avec des pierres dans les mains. Donc il y a une manipulation politique, bien entendu. Et c'est celle-là qu'il faut condamner en premier, avant d'accuser les policiers en général. Et d'ailleurs, il y a eu des policiers qui ont été pris dans une embuscade dans une laverie, boulevard Beaumarchais. Il y avait des manifestants violents qui se sont attaqués à eux. Ils n'avaient pas de LBD, mais ils avaient leur arme de service. Ils n'ont à aucun moment utilisé leur arme de service pour mettre en joue et dire arrêtez. Ils ont attendu les renforts pour être dégagés. Donc, il y a beaucoup à dire. Ce qui est intolérable, c'est que pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive avec autant de violence? Je crois qu'il y a un mépris de nos dirigeants sur ce mouvement social. Et il devait y avoir à la place de cette violence une réponse politique qui n'a pas été faite. Alors on nous parle des 17 milliards, de la prime à l'emploi, bon, milliards, mais ça concerne qu'une petite catégorie des gens, parce qu'il faut retourner à la base des revendications de ce mouvement, qui est un mouvement social où les gens veulent un pouvoir d'achat, vivre dignement de leur salaire, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est toujours pas le cas. Et ils veulent aussi une participation dans la vie démocratique, parce qu'il y a évidemment un ressentiment sur la souveraineté nationale par rapport à la souveraineté populaire, lorsqu'en 2005, les gens ont voté contre le traité de Lisbonne qui a été ratifié en Congrès en 2007. Et donc, il y a une volonté de faire respecter la souveraineté populaire. Alors, on a aussi la possibilité pour ce mouvement de faire valoir ses droits. Le référendum d'initiative partagée qui a été lancé sur la question de la privatisation des aéroports de Paris, on est à 1 million de signatures. Il en faut encore 3 750 000 pour valider le référendum. Eh bien, il faut le prendre, il faut saisir cette opportunité. Alors, c'est vrai que les médias n'en parlent pas, mais si on est aussi nombreux que ça, saisissons-nous des possibilités de nous faire entendre. Bien sûr. Parce que si on arrive à faire aboutir tout ça, on va y arriver. Bien sûr. D'accord ? Alors, j'essaye de faire la synthèse du tout, parce que, évidemment, la question, ce sont les violences d'État, parce que, moi, il y a une chose qui est certaine, si le ministre de l'Intérieur avait suspendu les policiers qui avaient été pris en flagrant délit de violence, comme on a vu le commandant Andrieux frapper sur des manifestants, comme on avait vu le 1er mai, ce policier qui va justement, je ne sais pas s'il est encore passé au tribunal correctionnel, qui avait frappé un manifestant, et le premier qui a été jugé pour jeter un pavé qui est tombé sur personne, qui est tombé sur la chaussée. Bon, on attend le jugement d'ici quelques semaines. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait vraiment qu'on juge des fonctionnaires de police qui auraient visé
des manifestants à l'œil. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si c'était vraiment intentionnel, si c'est un accident, et savoir quelle est la position de la justice. Alors, l'IGPN, c'est la première fois qu'elle est confrontée à autant de demandes, parce que l'IGPN, ça concerne le règlement entre les policiers, les sanctions de policiers dans l'action de leur métier. Mais là, en fin de compte, l'IGPN est surpassé par le nombre de plaintes, ce qui n'est pas normal. C'est des 157 classements sans suite sur les plus de 300 demandes de plaintes qui ont été déposées à l'IGPN. L'IGPN, évidemment, dans ces conditions, doit être perfectible parce que, comme on voit qu'il y a des citoyens qui sont confrontés à des fonctionnaires de police, il devient naturel aujourd'hui de mettre des arbitres indépendants qui ne sont pas ni de la justice ni de la police. Mais ça, on est dans les événements. On ne pourra prendre aucune décision parce que, comme je le dis, le gouvernement gouverne mal, mais se défend bien. Alors, juste avant on va rentrer un petit peu dans le dur, dans le noyau dur en fait des choses, des événements qui se sont passés il y a très peu de temps, dont les 1 an des Gilets jaunes. Avant ça, je vais demander à tout le monde, tous nos auditeurs qui sont en ligne, et je tiens à les remercier d'être présents, même si je sais qu'il y a des gens qui étaient un petit peu indécis, puisque on l'a tous dit au cours du démarrage de ce live, une certaine tension, une certaine rancœur est là, et on ne va pas se le cacher, on sait qu'elle est là. Je leur demanderai de partager un maximum ce live pour que justement on puisse entendre les meilleures questions. C'est de les poser aux personnes concernées. Et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. C'est trop facile de répondre à la place de tout le monde. Et je pense que c'est ça qui est important pour ce live ce soir. Donc, je vous demanderai de partager en masse, s'il vous plaît, pour que ça puisse se diffuser. J'ai 2 questions à vous poser. Je vais vous les poser en une et on écoutera nos forces de police savoir ce que vous en pensez de tout ça. Monsieur Lallemand, nous ne faisons pas partie du même camp. C'est ce qui répond à une citoyenne complètement inoffensive, cette personne d'un certain âge, pour dire qu'elle n'a pas 20 ans, je n'ai pas dit que c'était une grand-mère non plus, mais inoffensive. Écoutez, madame, nous ne faisons pas partie du même camp. Première question. Deuxième question, 1 an des Gilets jaunes, des déclarations de manifestation avec des cortèges qui devaient se passer dans Paris, totalement refusées. Et là, la préfecture de Paris juge correct de laisser faire une manifestation place d'Italie avec 3 gros chantiers en travaux, avec des palettes, des outils de chantier, des big bags. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est des big bags, des gros sacs remplis de pavés. On a vu les vidéos, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, les vidéos on les a vues. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et derrière tout ça, je tiens à intervenir aussi, des CRS et des forces de police, de gendarmerie qui étaient là équipées pour du maintien de l'ordre qui arrive après, qui encerclent cette place, qui nassent tout le monde. Et derrière, on ne sait pas très bien qui ils sont. On a tous deviné que c'était des forces de police, mais cagoulés, en basket et en jogging, comme si on était à la wesh wesh tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est représentatif de notre police d'avoir une police cagoulée, sans aério, sans brassard de police, tout en noir? Alors, sont-ils des policiers, des black blocs? On ne sait plus très bien. On ne sait plus très bien qui ils sont. Et mélangés dans la manifestation, certaines exactions pourraient être faites de leur part. On ne sait pas. Je voudrais savoir ce que vous pensez de tout ça, s'il vous plaît. Écoute, simplement, moi, je te dirais que je pense qu'il y a un problème quelque part parce que si ça existe alors que ça devrait pas, donc il faut que ce soit sanctionné. Après, tu vois, j'interagis aussi avec les commentaires que je suis en train de dire sur le live et que j'apprécie absolument pas parce que si aujourd'hui je me cagoule pour témoigner sur un live, c'est que derrière, j'assume aussi mes propos, mais le fait de ne pas dévoiler mon visage, je protège aussi ma famille derrière. Donc moi, j'ai jamais été contre la famille, les sanctions. Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai le double, je suis citoyen français, mais à côté de ça, je suis policier. Donc moi j'ai 2 sanctions. Donc contrairement à certains gilets jaunes qui eux en fait parlent librement, moi je suis en train de prendre un risque supplémentaire pour dire ce que je pense. Et je te remercie de l'avoir fait. Malheureusement, tu sais, moi je suis un petit peu comme toi. Il y a des moments, je lis les commentaires et ça me rend un peu foufou. Oui, malheureusement, il faut savoir pas tout regarder. Il y a des gens un peu énervés qui sont. Après, les gens énervés, je peux comprendre, je peux entendre les opinions de chacun, mais dans le respect toujours. À côté de ça,
Moi, j'ai choisi par vocation ce métier. Je ne l'ai pas choisi parce que j'ai vu la lumière. Donc déjà, on va replacer ça Et je dans le pense pas contexte. que tu l'as choisi pour aller taper sur la gueule d'honnêtes citoyens qui veulent Et je ne l'ai défendre des vraies certainement valeurs. pas choisi non plus pour me faire insulter et je ne l'ai pas choisi non plus pour être dirigé par des couillons. Après, à chacun ça doit porter sa croix et je la porte tous les jours et je la porte suffisamment lourde. Moi, par contre, effectivement, ce type d'action, de devoir démasquer en gros des mascarades telles que des collègues qui seraient déguisés en Black Blocs pour agiter un petit peu la foule, je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu abusé. Je suis peinée de savoir que ça puisse exister. J'espère que c'est une vaste mascarade et que c'est en gros bon, on va dire de la pipe, hein, en gros, que concrètement, c'est quelque chose d'instrumentalisé pour essayer en gros de déprécier l'image du policier. Mais à côté de ça, si vraiment des ordres ont été donnés en ce sens-là, eh ben, je pense qu'il y a des têtes qui devraient tomber, très sincèrement. Je pense que déjà au sein des directions, certaines têtes sont en train de tomber, mais ça ne va pas assez vite. Et je pense que concrètement, il y a un très très gros ménage à faire dans nos rangs. Eh ben, c'est bien de le dire. On va laisser passer le deuxième policier masqué. Après, on entendra Alexandre pour résumer un petit peu tout ça. Alors, moi, je vais reprendre un peu ce que dit ma collègue. Bien savoir qu'on a une double sanction, c'est au niveau du boulot, et on doit également mettre nos familles à l'abri. Moi non plus, je ne suis pas rentré ici parce que j'ai vu de la lumière. À la base, je venais ici vraiment par vocation. Alors, concernant les propos tenus par Monsieur Lallemand, je ne vous cache pas que j'étais vraiment très surpris d'entendre ces propos-là. En ce qui me concerne, je protège tout le monde, que ce soit un macroniste, un fameux foulard rouge, un gilet jaune. J'ai jamais fait la moindre discrimination envers qui que ce soit par rapport à ses idées politiques, par rapport à sa couleur de peau, sa religion, quoi que ce soit, ça m'est totalement égal. Je suis français, je suis fier de l'être, j'aime ce pays, j'aime énormément ce pays, croyez-moi. Je n'ai jamais fait la moindre différence par rapport à ça. Et les propos tenus par M. Lallemand, je vous avoue que ça m'étonne pour mal. C'est quelque chose que je n'aurais jamais tenu, à titre personnel. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut savoir qu'au début, je ne croyais absolument pas à cette histoire de policiers déguisés pour casser des trucs. Pour moi, c'était pas possible. Et à partir c'était l'année dernière, lorsque je participais au mouvement, je manifestais au niveau du Trocadéro, manifestation autorisée. Hein, je n'ai jamais manifesté en dehors d'une manifestation autorisée. Donc, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Tu manifestes en tant que gilet jaune ou citoyen en colère, mais certainement pas en tant que policier infiltré, qu'on fasse bien la différence. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Non, franchement, pas du tout. Non. Après, bon, il y en a qui vont pas me croire, je suppose qu'il y en a qui, bon, mais c'est pas grave. Je sais ce que je fais, ce que je fais pas. Donc, j'étais au niveau du Trocadéro, et en remontant l'avenue, notamment l'avenue, c'était pas l'avenue de Versailles, je crois que c'était. L'avenue Kléber. Non, l'avenue Victor Hugo, je crois que c'était Victor Hugo. Il y avait un magasin, il me semble que c'était un magasin de spiritueux, et j'ai vu, je pensais, des Black Blocs en train de péter la vitre. Mais il ne rentrait pas à l'intérieur, il pétait juste la vitre. Et lorsque je voyais ça, j'avais quand même une certaine colère. Je me suis dit, mais quelle bande d'enculés, excusez-moi de parler comme ça, mais possible, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, l'un d'entre eux avait laissé dépasser son brassard police de la poche. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Soit c'est un faux brassard, soit il l'a acquis quelque part, mais il y a une explication, c'est pas possible. Et ensuite, au fur et à mesure des manifestations, je peux pas te dire que ce sont des policiers ou pas, je peux pas te l'affirmer, je ne sais pas. Mais j'avoue qu'il y a quand même des choses particulières, il y a quand même des comportements qui m'ont vraiment étonné et qui m'ont pas plu. Et voilà, et malheureusement, tu sais, c'est pareil, je peux rien faire par rapport à ça, même si je suis plus en faveur de ce genre de choses. Je peux comprendre qu'on s'infiltre dans une manifestation pour arrêter des casseurs, pour arrêter des mecs qui vont faire chier, mais de là à casser notamment un monument aux morts d'un héros de la Seconde Guerre mondiale, il me semble que c'est ce qui s'est passé à Place d'Italie, je trouve ça lamentable. Pour terminer, je vais revenir un petit peu sur Place d'Italie. J'étais à la manifestation de Place d'Italie. Je n'ai pas pu rentrer dans la NAS, pour dire ce qu'est, parce que les gendarmes nous bloquaient le passage, donc je suis resté au niveau de l'avenue Laurent Moury, je crois que c'est ça, Moury. J'attendais, j'essayais de passer, j'avais des amis qui étaient à l'intérieur, je voyais le nuage de gaz, déjà ça c'est autre chose, monstrueux. Et ce qui m'a quand même bien étonné, c'est que la manifestation a été autorisée, qui a permis au début à beaucoup de personnes de rentrer à l'intérieur. Ils ont commencé à lasser et que juste après, la manifestation était interdite. Lorsque les gendarmes
nous ont permis de rentrer à l'intérieur. J'allais rentrer pour chercher mes amis. Et il s'est avéré que les personnes qui voulaient en sortir, parce que les personnes ne supportaient plus le gaz, ce que je peux tout à fait comprendre, avaient interdiction de sortir. Et là, tu vois, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je ne suis pas rentré, je suis resté juste à l'extérieur. Et quand j'ai essayé de parler aux gendarmes pour leur demander mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui sont en train de suffoquer dans ce nuage. La seule réponse que j'ai eue, c'est ta gueule et dégage. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Et concernant les pavés et compagnie, d'après ce que j'ai compris, le maire du 13e arrondissement avait prévenu M. Lallemand, en particulier, que cette zone-là était extrêmement dangereuse. Il y avait 3 chantiers à l'intérieur. Pas un chantier, 3 chantiers. On savait très bien qu'en assant les gens et en gazant les gens, des Black Blocs ou des Antifa allaient prendre des pavés et allaient les balancer sur les forces de l'ordre. Ça, c'était sûr. C'était voir des gilets jaunes énervés. Ça peut se comprendre. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré des dégradations, on a montré de la casse, alors qu'en réalité, c'était des personnes, comme toi, comme moi, comme n'importe qui voulaient manifester pacifiquement. Mais est-ce que je peux me permettre de te dire, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que c'est de la manipulation encore du gouvernement? C'était les 1 an d'un mouvement, on a voulu en renfoncer le clou, mettre un gros coup de couteau sur les choses, et ils ont su faire les choses correctement. On a mis des gens très en colère sur une place, avec des armes de destination qui étaient sur cette place à leur portée, et qu'on savait très bien qu'ils allaient s'en servir. Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. On les a excités, on les a gazés, on les a nassés, on les a enfermés pour ramener la colère, pour encore faire voir ce qu'on voulait faire voir au niveau des médias. Les gens qui sont dans la rue n'ont pas de revendications, sont des casseurs, juste des casseurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Malheureusement, oui, je suis d'accord avec ça. Il faut dire ce qui est. Le but de certaines personnes, c'est de décrédibiliser le mouvement. Comment? En se focalisant sur les destructions, en se focalisant sur des actes de vandalisme. Les caméras, notamment dans certains médias, vont se focaliser là-dessus, et c'est parfait. Et c'est parfait pour eux. Parce que ça permet de décrédibiliser un mouvement social qui est tout à fait légitime, que je partage entièrement. Et pourtant, à titre personnel, enfin dans ma vie privée, je t'assure que je vis plutôt bien. J'ai pas à me plaindre, ma femme gagne bien mieux que moi, enfin j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais je suis pas seul. Je suis pas seul sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, c'est des choses dont j'ai beaucoup de mal à accepter. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir des retraites payer une misère pour des gens qui ont bossé toute leur vie. J'en ai ras le cul de voir des femmes, des mères de famille seules avec 2 ou 3 gosses qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à survivre parce qu'ils doivent payer une éducation qui coûte une blinde, qui doivent payer des médicaments qui coûtent une blinde, qui vont s'en rembourser. Enfin bref, c'est un tout si tu veux. C'est un tout qui fait qu'on a ce genre de situation. Si en plus on se met à taper sur les gens, si en plus on se met à être excessif dans le maintien de l'ordre, je pense que ça ne le fera jamais. Quoi. Je pense qu'au contraire, on court à notre perte, tous. C'est le problème. Mais merci qu'un policier comme toi, et je te le dis avec la plus grande sincérité, avec la plus grande honnêteté, et ce que je veux faire comprendre à tout le monde, je sais que les gens sont dans la souffrance et ont une colère ultime envers les forces de l'ordre aujourd'hui à travers tout ce qu'on a pu voir. Et je les comprends totalement. Je les comprends totalement. Mais maintenant, il faut quand même faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Regarde, tu es fonctionnaire de police et quand j'entends ces paroles de ta bouche ou de ta collègue qui est masquée aussi, eh ben bravo. Moi, j'ai juste un mot à vous dire, bravo, parce que c'est important. Et le risque que vous avez pris encore ce soir à passer sur ce live pour dire la vérité, mais moi, je trouve ça bien. Et il faut que ça se fasse de plus en plus. Il faut qu'on laisse parler les policiers. Je sais, il y a encore plein de gens qui vont me dire tu prends leur défense, ceci, cela. Non, je suis juste quelqu'un qui ne rentre pas dans les amalgames et qui veut être le plus droit possible. Ils ne sont pas tous mauvais. Et il faut bien le faire comprendre à tout le monde. Oui, il y a des mauvais, il y en a partout. Le seul problème qu'on a, c'est que les mauvais, on n'arrive pas à les faire condamner aujourd'hui parce que le système pour les condamner, pour moi, il ne marche pas et on n'y arrive pas. Mais merci en tout cas de ta parole. Et je tiens à remercier aussi tous les auditeurs parce que je tiens à vous signaler quand même qu'on est 5000 en ligne et bravo à tous les gens qui sont en train d'écouter son live et qui font un énorme boulot au quotidien parce qu'ils partagent des informations et si on est 5000 en ligne aujourd'hui, c'est grâce à eux parce qu'ils font un énorme partage, même s'il y a plein de gens qui étaient un petit peu indécis à venir regarder ce live parce qu'on sait très bien la tension qu'il y a en ce moment, ils sont venus quand même. Alexandre Langlois, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce qu'on vient de dire?
Alors, il y avait juste une petite précision, c'est que déjà le LBD, c'est dans les formations, il faut pas croire ce que dit Castaner quand il va dans une émission de télé au tableau pour les enfants de 6 ans ou 8 ans. Hein, le LBD dans les formations, les formateurs le précisent bien, c'est une arme à létalité réduite. Voilà. Donc c'est bien dit dans la formation, c'est pas ne pas croire le ministre qui raconte n'importe quoi. Ensuite, l'IGPN. L'IGPN, de toute façon, c'est une vaste blague pour en avoir fait les frais. Ils fabriquent même les preuves pour incriminer les gens. Et quand tu interroges n'importe quel collègue qui est sur le terrain, personne ne veut de cette institution parce qu'à chaque fois, on se fait flinguer pour le bien commun d'opinion vis-à-vis du gouvernement et pas du tout pour ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui mériteraient d'être sanctionnés, qui vont passer à travers les mailles du filet, et d'autres qui n'ont absolument rien fait, mais il faut sacrifier un policier pour l'opinion publique et on va sacrifier le premier venu. D'ailleurs, notre collègue qui a jeté un pavé comme ça a été fait, il a blessé personne. C'est lui qui est passé au premier au tribunal. On a Andrieux qui est toujours dans la nature. On a ceux qui étaient à Bordeaux. À Bordeaux, je vais en parler, c'est important, qu'on tirait sur un pompier volontaire dans le dos. 2 tirs de LBD, un tir de grenade collé dans sa flaque de sang au sol, et après ils s'en vont, alors que dans les consignes et dans les règlements, c'est porter assistance. Ils disent bah, vous appellerez les secours pour nous. Donc, alors la personne aurait dû être interpellée. Et donc Le Monde a réussi à faire l'enquête plus rapidement que l'IGPN. Pour autant, ces auteurs-là sont toujours dans la nature et on va juger donc un collègue qui a blessé personne. Enfin, donc ça montre bien le système, c'est qui était en poste à ce moment-là et qui a couvert ses agissements par des mensonges, j'insiste sur le mot, c'est le préfet l'allemand. Hein, voilà, qui avait dit qu'ils avaient tiré parce que c'était le chaos et qu'il y avait des zones de violence intolérables à cet endroit-là. Ben non, il n'y a rien en fait. Et c'est cette personne qui a été promue préfet de police. Donc voilà. Et parce que ça arrange bien le préfet de gouvernement. police de Paris parce qu'il était déjà préfet à Bordeaux, Alexandre. Oui, préfet de police de Paris, pardon, oui, donc qui gère les plus gros maintiens de l'ordre en France, qu'à Paris, il y a plusieurs manifestations tous les jours. Hein. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Et sa déclaration, en fait, a bien résumé la pensée de notre haute hiérarchie. C'est nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Dans le même camp, c'est-à-dire que c'est un black bloc. Moi, j'invite monsieur l'Allemand à venir sur une manif et à aller se frotter au vrai black bloc, quoi. Ils n'ont pas 60 ans, ils vont pas lui dire 2 mots. Ils vont commencer par lui balancer un pavé. Et ça, c'est ce que mes collègues subissent des fois en première ligne. Mais lui, dans son bureau, il voit pas ça. À noter ensuite le petit cosplay du préfet de police qui avait ce jour-ci un petit écusson police nationale. Quand il va voir les pompiers, il a un petit truc sapeur-pompier. Bon, en fait, le tenue réglementaire de préfet, c'est pas de se déguiser en fonction de qui on va voir. Ça fait un peu président de la République, ça. Après, donc, sur les 2 camps, en tant que policier, ouais, il y a 2 camps. Les gens qui respectent pas la loi, qui sont des criminels et des délinquants, et on s'est engagé pour les arrêter, les présenter à la justice. Point. Alors que monsieur l'Allemand, lui, il rajoute un nouveau délit qui n'est pas dans le code pénal, le délit d'opinion. Ça, c'est grave dans une démocratie comme la France. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes dans le camp adverse. Et ça, mais c'est une catastrophe. Les policiers ne sont pas rentrés pour ça. Mais c'est Je repense à la parole d'un de mes collègues. C'est puni par la loi. Le manque de réserve pour un haut fonctionnaire, c'est encadré par la loi. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre des sanctions contre des propos du préfet. Parce qu'un fonctionnaire ne peut pas dire le fond de sa pensée. Il est au service de l'État et au service du peuple. Quand il dit, excuse-moi de t'interrompre Alexandre, mais lorsqu'il dit on n'est pas dans le camp, ça veut dire qu'il a un parti pris. Oui, mais c'est d'accord. Mais c'est ce qui pose le problème. Parce que je vais pas dire à un collègue CRS. Mon collègue CRS, tu vois, il m'a dit ça une fois. Il m'a dit, bah écoute, nous, quand on est rentré, c'est pour assurer le maintien de l'ordre. C'est pour que les gens puissent manifester librement. Il m'a dit une manifestation qui se passe bien. J'en ai rien à faire de savoir ce que pensent les gens et pourquoi ils défilent. Pour moi, ma mission, c'est qu'ils puissent défiler tranquillement et s'exprimer. Il m'a dit une manifestation qui se passe bien, c'est je suis posé sur le bouclier, je regarde les manifestants défiler et la manifestation, j'ai pas donné un coup, j'ai pas eu à intervenir pour 2 raisons. Un, je suis pas blessé. 2, je rentre à l'heure le soir. Je fais déjà assez d'heures sup comme ça. Donc ça, voilà. Et puis il me dit s'il y a besoin d'intervenir, j'aimerais bien intervenir pour extraire les personnes qui posent problème de la manifestation. Par exemple, c'est complètement con de lasser une place ou n'importe quoi pour du maintien de l'ordre. Par contre, c'est très pertinent quand on veut faire une interpellation judiciaire. Quand il y a 30 neuneux qui ont déclaré, qui ont crié devant des caméras de télé, suicidez-vous, place de la République, là, je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes. Bon, c'est un délit. Le rôle de la fin mars. Ouais, c'est fin mars. Fin avril. Mais voilà, enfin, mes collègues qui étaient là en maintien de l'ordre, ils n'ont pas eu le droit d'aller les interpeller. Ils ont dit, mais ils sont devant nous, on les interpelle, on les présente à la justice, puis après, un magistrat pourra juger. Non, la place était nassée, donc ils ne pouvaient pas s'échapper, sauf si on avait les ordres de les laisser partir. Mes collègues qui étaient en face, ils étaient fous furieux. Ils ont dit, eux, ils nous insultent, on n'a pas le droit de bouger le petit doigt. Ensuite, on a des déclarations de Castaner le soir qui fait, je vais tout faire pour les retrouver. Bah, en fait, tu avais juste à les cueillir le jour J, en fait. Là, ça va mobiliser les moyens de la police judiciaire, qui a vraiment d'autres choses à faire que d'aller retrouver 30 gugus qui pouvaient être interpellés le jour même. Ça va mobiliser de l'argent, ça va mobiliser plein de choses. Donc, il y a une vraie volonté politique de laisser faire ces gens-là, après d'aller faire pleurer dans les médias, mais surtout pas agir. La même chose sur l'IGPN, je vais rebondir. On voit bien que l'IGPN truque les cartes, quoi qu'il arrive.
Je vais prendre les faits de Steve à Nantes. Steve à Nantes, IGPN, tout va bien. Quand c'est la police judiciaire sous contrôle d'un magistrat qu'enquête, bah, curieusement, tout va pas bien. Donc en fait, voilà, ça dépend pas forcément des policiers. Sur l'IGPN également, pour revenir, il y a des policiers qui doivent faire leur travail avec conscience, mais la France a signé un code éthique de police européen en 2001. Et dedans, il y a bien marqué la police ne doit pas enquêter sur la police. C'est la France qui l'a signé. Et ça devait être appliqué quand il y a un nouveau code de déontologie, donc en France en 2014. Et ils ont dit, le code de éthique européen précise bien, on ne met pas en cause la probité des policiers qui font les enquêtes, mais il y aura toujours une suspicion. Donc pour éviter cette suspicion, faites un organisme de contrôle extérieur. Et je partage l'avis de mon collègue, il faut qu'il y ait des policiers pour donner un éclairage professionnel. Parce que c'est toujours facile de refaire le match plusieurs mois après avec plusieurs heures de débat, quand le policier sur le terrain a 1 seconde pour prendre une décision. Ensuite, donc sur le préfet allemand sur la place d'Italie, c'est la première fois que je vois ça de ma carrière, une manifestation déclarée qu'on interdit en cours de route. C'est-à-dire que par un tour de passe-passe légal, on transforme des manifestants en délinquants. Voilà, empêchant les gens de sortir et en leur tirant dessus dans tous les sens. Ça va inciter les gens à plus déclarer. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui sont partis tourner dans Paris n'importe où. Donc d'un point de vue maintien de l'ordre, c'est 0. D'un point de vue tranquillité, c'est 0. Et ça n'incite plus à déclarer. C'est-à-dire que l'acte du préfet de police incite finalement à faire n'importe quoi. D'autant plus qu'il va déclarer ça sur des chaînes d'info mainstream. Et quand on a une manifestation, c'est pas là qu'on va regarder. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, pour les gens qui ont des brassards police qui peuvent être assimilés à des casseurs, j'ose encore espérer que ce ne soit pas des policiers. J'ose encore espérer que ce soit des réminiscences de l'affaire Benalla ou des gens qui servent le pouvoir se baladent avec des brassards police et qui ont le droit de tout faire. Je rappelle que dans les auditions au Sénat, il y a le général Biofarina qui a déclaré, et personne ne s'est vraiment penché sur le problème, moi, Kras, etc., il devait former 30 réservistes de la gendarmerie nationale au service de l'Élysée, et avec les Benalla et compagnie. Personne n'a posé la question quand cette unité a été créée. Pourquoi il lui fallait 30 gars? Il en a eu 14, il a pleuré. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs missions? Donc j'ose espérer encore, j'ai encore cette foi dans mes collègues, et pour ne pas accepter tout et n'importe quoi en tous les cas, que ce soit plutôt des missions parallèles avec des gens qui utilisent des brassards police. Alors, après, je suis si désolé. jamais un fait démentait ça, non mais si c'était vrai, je serais le premier à condamner parce que c'est insupportable, on n'a pas à le faire et c'est pas du tout le rôle de la police. Voilà. Je suis désolé Alexandre, je suis obligé de te couper. Prie. Notre policière qui est cagoulée doit malheureusement nous quitter parce qu'elle a une famille aussi et elle doit nous quitter. Avant que tu nous quittes, j'ai une question à te poser et cette question sera posée en fin de live aux autres personnes qui interviennent, aux autres forces de police qui interviennent ce soir. Est-ce que tu vas manifester le 5 décembre? Bah écoute, le 5 décembre, premièrement, je ne travaillais pas et déjà, je ne comptais pas travailler. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Et dès que j'ai du temps et si je peux m'assurer d'être en sécurité, je pense que je le ferai. D'accord, très bien. En tout cas, je tiens vraiment, vraiment, sincèrement à te remercier. Même si tu n'avais pas beaucoup de temps, tu as quand même voulu participer à ce live. Je tiens vraiment à te remercier et d'avoir dit les choses, même si on aimerait avoir pu te poser plus de questions, mais ça se refera peut-être un autre jour. Merci de ta sincérité. Moi, j'ai qu'une seule chose à te demander avec mon cœur et avec mon âme. Continue à faire ce métier avec vocation comme tu l'as fait et continue à le faire correctement. Les gens qui sont dans la rue, et je porte cette parole, les gens qui sont vraiment en souffrance, quand il y a des exactions qui ne sont pas normales, c'est normal qu'ils soient condamnés, mais il y a beaucoup trop de gens qui souffrent malheureusement aujourd'hui d'exactions des forces de police alors qu'ils n'avaient strictement rien fait. J'en ai subi les conséquences comme plein d'autres, comme des centaines de milliers de personnes, enfin pas milliers peut-être, mais enfin comme beaucoup trop de monde aujourd'hui. Et merci de continuer à faire ce métier le plus correctement possible, parce que si j'ai un message à passer, mais on va continuer le live ensemble avec les autres intervenants, quand on a besoin de vous, vous êtes quand même là. Quand on a un cambriolage, un vol à l'arraché, ou si nos enfants venaient à subir les choses les plus horribles du monde, des attouchements sexuels, des viols ou ce qui s'ensuit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle la police. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de notre police. Merci à toi et on continue le live avec les autres intervenants. Merci à toi. Merci. Et à très vite. Bonne soirée. Merci. Alors, je vais laisser juste une minute à Stéphane pour recaler les images, parce que pour nous, tout va bien, mais je pense que sur le live, tout va mal. Tout s'est décalé. Non, ça se passe pas trop mal. Il est très fort, Stéphane. Ah non, ça va sortir. Voilà, là, ça s'est décalé. Super. Du coup, ça m'a fait perdre un petit peu le fil des choses. Alors, Alexandre, d'accord, il est passé là-haut. Moi, par rapport à ce que tu disais, Alexandre, et je vais poser la question à tout le monde, même à Philippe, vraiment à tout le monde.
Alors je vais dire monsieur parce que j'ai décidé d'être poli ce soir sur ce live. Monsieur Castaner, et puis monsieur l'Allemand, en fait toute la clique qui est nommée par ce gouvernement. Est-ce que vous êtes quand même un petit peu d'accord, et je pense que c'est un petit peu ce que tu voulais exprimer, mais je voudrais mettre des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre les choses. Est-ce que ce gouvernement garde Castaner, alors qu'on sait très bien qu'il n'a rien à faire au gouvernement et qu'il est absolument ridicule dans le maintien de l'ordre ou dans les fonctions qui lui sont données, à monsieur l'Allemand aussi, est-ce que ce gouvernement garde ces personnes et au contraire les encourage un maximum pour pouvoir continuer à discréditer les choses, à faire passer tout le monde pour des pourris, en parlant un petit peu vulgairement. Vous en pensez quoi? Vous pensez que ces gens-là ont leur place ou ces gens-là n'ont pas leur place? Je vais commencer, du coup, je vais te faire vite. Castaner, c'est un choix politique. Castaner n'avait pas la dimension pour devenir un ministre de l'Intérieur. Et je pense que l'histoire nous montrera que c'était un très très mauvais ministre, si ce n'est pas le pire de la Ve République. On est obligé de faire avec. C'est le jeu du pouvoir. Macron a gagné démocratiquement les élections, même avec une très forte adhésion populaire des inscrits. C'est ça le pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que il y a une dérive du pouvoir, une dérive autoritaire du pouvoir avec une violation de la séparation des pouvoirs. La circulaire de Belloubet, du ministre de la Justice, donne des injonctions au parquet et aux magistrats du siège, ce qui était du jamais vu jusque-là. Quand on regarde les politiques par rapport au maintien de l'ordre, les choses ont bien changé. Je me souviens, dans 87, lors des manifestations des étudiants, l'affaire Malik Oussekine, ça a été la dissolution immédiate des voltigeurs. Il y avait quand même une conscience et un respect plus élevé à l'époque que maintenant. Aujourd'hui, on ne fait pas dans le détail et on impose une politique quitte à modifier l'esprit des institutions, à violer la séparation des pouvoirs, ce qui est inédit. Même le général de Gaulle ne s'est pas permis de faire ça. Il a été toujours régulier face à la Constitution. Quand il y a eu le putsch des généraux en 62, il a utilisé l'article 16 qu'il a laissé pendant 6 mois. Mais toutes les décisions qui ont été prises par le général de Gaulle, une partie d'entre elles ont été retoquées par le Conseil d'État. Et c'était quand même beaucoup plus grave, les événements d'Alger, l'indépendance de l'Algérie et le pronunciamento des généraux. Là, il s'agit d'un malaise social qui est latent, qui, en fin de compte, qui germe depuis de nombreuses années et des décennies, avec une part de responsabilité de tous les politiques jusqu'à présent. Et je pense une accélération de la misère avec cette politique européiste et mondialiste qui est dans la ligne droite de la politique d'Emmanuel Macron. Il y avait une possibilité d'éviter cette violence en trouvant une solution politique adaptée, mais qui n'a pas voulu faire, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression qu'il est en train de vouloir un Oscar du président qui va faire passer toutes ces réformes coûte que coûte. Or, un pays, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il faut savoir prendre des distances, et d'ailleurs, je reprends encore l'exemple du général de Gaulle. En 68, de Gaulle avait tous les pouvoirs, il y a eu quand même les accords de Grenelle qui a permis d'augmenter le SMIC de 30%. Or là, non. C'est simplement des effets d'annonce, des discours de 7 heures dont on n'en a rien à faire, alors qu'il y a des mesures à prendre immédiates pour le pouvoir d'achat, pour les produits de première nécessité, qu'il y a peut-être l'opportunité de geler certaines politiques et de prendre le temps de voir ce qui se passe. Mais non, c'est en fin de compte une brutalité et un pouvoir autoritaire, donc on ne peut rien faire. Alors on vous dit oui, il y a les élections. Bon, on va voir, il y a les élections municipales, mais ça n'a aucun impact sur la politique nationale. Les élections européennes n'ont aucun impact sur la politique nationale. On va y venir là-dessus. En revanche, moi ce que j'ai toujours dit, ce que je t'ai toujours dit, Olivier, c'est que ce qui ferait plier les choses, c'est pas la violence, c'est pas s'en prendre à des fonctionnaires des forces de l'ordre qui sont des citoyens, des pères de famille et qui font, même si certains sont condamnables et seront certainement un jour sanctionnés, c'est pas eux qu'il faut s'en prendre, c'est au système en étant en masse dans la rue. Parce que si on est plusieurs millions dans la rue à dire stop, eh ben on arrivera peut-être à arrêter
la politique de ce gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de monter en contour en disant être enragé, en disant non. Il faut être méthodique et c'est difficile parce que ce mouvement n'a pas de chef, n'a pas de hiérarchie. Il y a des figures, ok, mais et je pense que c'est mieux aussi comme ça parce qu'on n'a pas le droit d'être pris non plus en otage par aussi des idées politiques. Je pense que c'est un vaste mouvement social et si les gens ne sont plus dans la rue comme avant, c'est que cette répression a effectivement bien marché et aussi le fait que certains s'égarent. Alors, la répression est une certaine image que les médias ont donnée du mouvement. Plein de gens font des micro-trottoirs et ce qui s'ensuit, on voit bien ce qui leur sort. Les gens disent ouais, mais non, on n'est pas d'accord sur ceci, cela. Enfin, on voit bien qu'il y a une grosse manipulation politique et médiatique qui est faite. On va laisser parler notre policier masqué pour qu'il nous dise ce qu'il pense, lui, en tant que policier de Castaner, qui est indirectement son patron, et de Monsieur Lallemand. Écoute, concernant Castaner, moi j'ai bien peur que M. Castaner soit dans le flou total. Je pense que M. Castaner n'a aucune compétence pour être ministre de l'Intérieur, pour voir la façon dont les choses ont été faites. Il faut voir également que quand on prétend vouloir changer l'ancien monde et que l'ancien préfet de police de Paris, M. Delpech, qui soi-disant se serait très mal occupé des manifestations, a été gentiment conduit dans une sorte de petit poste, un petit tiroir bien placé de la 5e République. Notamment, il me semble que c'est au Conseil économique et social. Non, il est au Conseil d'État, je crois. Au Conseil d'État, c'est vrai, excuse-moi, tu as raison, au Conseil d'État. Bon, ça me fait doucement sourire. Par rapport à M. Lallemand, bah, écoutez, moi je pense que M. Lallemand fait partie des amis de M. Castaner et que voilà, qu'il applique à la lettre la politique du gouvernement actuel. Tout simplement, lorsque vous avez un préfet qui se permet de dire on n'est pas dans le même camp, bon, il n'y a plus rien à retirer, c'est tout. C'est malheureux. Et je trouve ça malheureux. Donc là, j'ai vu un petit peu les commentaires à droite à gauche aussi là sur le live. Ouais. Je me permets juste de rebondir rapidement. Dans les manifestations, très souvent, vous avez un petit noyau de personnes qui vous disent police du capital. Bon, c'est un petit peu réducteur quand même. Moi, ces gens-là, je les invite à venir au commissariat, de voir les personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont en détresse par rapport à un tas de problèmes dans leur vie privée qui sont vraiment graves. Je peux vous garantir que ce ne sont pas des personnes riches, ce ne sont pas des millionnaires, loin de là. Et que le travail qu'on fait, justement, consiste également à protéger ces personnes. Ce n'est pas uniquement une police du capital. C'est que dans tout pays, dans toute société, il faut qu'il y ait un minimum d'ordre. Un minimum, c'est logique. Sinon, ça part dans le chaos. Bien sûr. Donc, lorsque tu entends des personnes qui appellent à ce chaos, qui appellent à l'anarchie, j'ai simplement envie de leur dire, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous ne connaissez pas les conséquences d'une telle chose. Vous ne savez pas ce que ça peut entraîner. La guerre civile, il ne faut pas la souhaiter. L'émeute, la révolution, la révolution, vous pouvez peut-être la souhaiter, je peux comprendre que vous voulez changer les choses. Mais faites attention quand même. La violence, on sait qu'elle commence, on ne sait pas quand elle termine, que ce soit dans un camp ou dans un autre. C'est pour ça que j'ai toujours critiqué toute forme de violence, notamment violence qui ne soit pas légitime. Ça passe notamment par ce qui s'est passé à M. Rodriguez, par exemple. M. Rodriguez qui a aussi perdu son œil, j'étais à 10 mètres de lui lorsque ça s'est produit. Ben, je peux te garantir qu'il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucune légitimité à ce qu'il perde son œil. Le gamin de 15 ans, là, il me semble qu'il s'appelle Lilian, je crois qu'il s'est aussi un tir dans la bouche. Celui-ci, pour en parler de ce gamin. Ben, il était pour rien, le bonhomme. C'est une vie ruinée. L'autre aussi, comme il s'appelle Manu, il me semble, le citoyen Manu qui a pris un tir de la semaine grenade. dernière. J'ai vu la scène, mais enfin, c'est ouf. C'est pas possible. Manu, on a un journaliste indépendant. Enfin, malheureusement, il y a tellement de victimes aujourd'hui qu'on a du mal à tous les trouver. Mais après, c'est pas, il faut aussi qu'ils comprennent que lorsqu'on entend dans les manifestations policiers, suicidez-vous par une minorité d'imbéciles, il faut que les gens sachent, notamment mes collègues en particulier, que beaucoup de gilets jaunes ont d'abord demandé aux policiers ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. Exactement. Merci de rétablir la vérité. Ça n'a pas été montré par les médias. Ça n'a pas été montré par les médias. Bravo de le dire. Bravo. C'est la moindre des choses. Alors maintenant, je dois vraiment y aller là. J'ai vraiment pas le temps de continuer. Si vous voulez, on pourra refaire un autre live. Je vais juste finir avec ça. Je tiens sincèrement, même si je ne suis pas responsable de ce qui a pu se passer, je tiens sincèrement à m'excuser pour toutes ces victimes.
pour toutes les personnes qui ont été injustement frappées, qui ont été vraiment mutilées, même si je ne suis pas d'accord avec des personnes, que ce soit M. Rodriguez, je ne suis peut-être pas forcément d'accord sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prétend, même des jeunes, que ce soit des enfants, des mecs du bloc ou quoi que ce soit, mais je ne souhaite pas leur mort, je ne souhaite pas qu'ils soient mutilés, je ne souhaite pas qu'ils soient éborgnés, pour mes collègues non plus. Et je suis vraiment désolé, notamment du comportement de certains collègues en manifestation qui se sont permis de se cacher l'œil pour. C'était pas bien, c'est pas correct. Mais je vous assure que la majorité des policiers ne sont pas comme ça. J'ai beaucoup de mes collègues qui en ont ras-le-bol aussi et qui n'approuvent pas ce genre de comportement. Mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui sont des bons, même des officiers, même des commissaires. Sachez-le. Avant que tu t'en ailles, j'ai une question qui est importante à te poser parce que tu es au quotidien dans un commissariat. Oui. Quelle est la tendance dans un commissariat? Qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ces agissements du gouvernement, cette violence d'État, des ordres donnés? Est-ce qu'ils la condamnent? Est-ce qu'ils la condamnent pas? Est-ce qu'ils rejoignent indirectement les vraies revendications qui ont été portées du départ, qu'il y a un réel problème dans ce pays, du droit de bouffer, d'injustice et ce qui s'ensuit? Ils en pensent quoi en règle générale? Je te demande vraiment d'être honnête. Est-ce qu'il y a une majorité qui pèse pour le gouvernement ou il y a une majorité qui pèse, qui pense qu'il y a vraiment un problème dans ce pays et qu'il est en train de s'amplifier de jour en jour? Eh bien, mes collègues, de manière générale, ceux avec qui j'ai pu parler en tout cas, sont conscients qu'il y a un problème. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Non. Ils en sont tout à fait conscients. Mais d'un autre côté, il y a la peur. Il y a le fait que tu as aussi besoin d'un métier pour bouffer, hein, faut pas se mentir. Bien sûr. Et malheureusement, même s'il y a quand même des réflexes corporatistes, c'est-à-dire que ouais, mes pauvres collègues qui sont dehors sur le terrain, ce qui n'est pas faux non plus d'un côté, tous les samedis, ils ne voient pas forcément leur famille, je peux aussi le comprendre. Je peux aussi le comprendre. Il faut aussi mais il y a beaucoup de peur également, tu sais. C'est pareil, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Changer les choses, d'accord, mais à la place, qu'est-ce qu'on construit? Moi, je ne vais pas forcément être d'accord, moi ou d'autres, hein, avec les propositions de certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je ne vais pas forcément être d'accord. Je ne fais pas partie de certaines tendances extrémistes. Moi, c'est pas du tout mon truc. Non, mais moi, je te rejoins là-dessus. Moi, je pense qu'il faut que quelqu'un dirige ce pays, comme on a pu s'exprimer à travers des messages sur Messenger avant de démarrer ce live. Honnêtement, hein, soit le RIC ou soit un mandat révocatoire, je pense que c'est vraiment une chose qui est très, très importante. Je pense qu'il faut que quelqu'un dirige ce pays. Après, ce n'est mon avis personnel, mais apparemment, ça a l'air d'être l'avis de beaucoup de monde, puisqu'on veut quand même, on ne veut pas tomber dans la démesure. Il faut de l'ordre, comme tu disais tout à l'heure. Il faut que les choses soient respectées. Maintenant, quelqu'un qui prend des engagements en disant oui, je vous ai entendu, je vous ai écouté, il y a des réels problèmes, on va faire en sorte de les changer. Bon, si les citoyens votent pour lui, s'il a un mandat révocatoire ou le RIC derrière, il éjectera si jamais il ne fait pas les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu très important. Je suis d'accord, je pense qu'il faut continuer à discuter, à dialoguer, à mener des débats. Je pense que c'est important, notamment une constitution, c'est pas une mauvaise idée. Il faut bien savoir que tous les policiers, ils ne sont pas tous des méchants, on n'est pas tous des fachos, je ne sais quoi. Malheureusement, on a des brebis noires, hein, qu'est-ce que je te dise, mais c'est comme partout. Et en tout cas, je ne souhaite pas de mal à qui que ce soit. Ni à un policier, ni à un manifestant, quel que soit le manifestant, il peut être Black Bloc, il peut être gilet jaune classique, il peut être, peu importe, je ne souhaite pas de mal. Je ne souhaite pas de mal. Maintenant, il faut comprendre également que tu as des destructions qui ont été vues, notamment, destruction de poubelles, personnellement, je m'en fous, ça ne me dérange pas, mais destruction de bagnoles, des bagnoles de personnes qui forcément n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des voitures tous les 4 matins. Des citoyens qui sont dans la rue et qui portent ces revendications. Moi, je n'approuve pas. J'approuve pas du tout, par exemple. Après, voilà, je ne vais pas participer, je manifeste un classique avec mes collègues. Je te dis honnêtement, je n'approuve pas non plus que des voitures de citoyens qui sont avec nous dans la rue depuis un an pour porter des revendications, on puisse casser leur voiture. Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, en fait, c'est complètement débile. On est en train de détruire du matériel pour pouvoir à ces gens-là d'aller travailler alors qu'ils sont déjà dans la rue pour dire que c'est la galère. Donc, je suis entièrement d'accord pour dire que c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Voilà, tu seras dans la rue le 5 décembre? Ah oui, bien sûr. Oui, bravo. C'est évident. C'est évident que je me suis déjà débrouillé pour prendre ma journée. Et oui, c'est évident. Ça, c'est évident. Et puis vraiment une dernière chose, c'est pareil. Donc, j'entends très souvent des gens me dire mais pourquoi vous ne baissez pas les boucliers? Bon, moi, à titre personnel, je ne suis pas un maintien de l'ordre. Mais beaucoup de mes collègues ne peuvent pas le faire déjà pour les raisons que j'ai citées précédemment, à savoir la question du salaire, etc. Mais il faut bien savoir aussi que
il y a aussi une question, entre guillemets, de légitimité. Alors, encore un vaste débat. Mais dans la Ve République, que ça nous plaise ou non, et moi ça ne m'a pas particulièrement plu, mais M. Macron est légitime par rapport au vote qu'il a eu. Donc mes collègues voient cette chose, voient cette légitimité, entre guillemets. On sait qu'il a gagné. Que ça nous plaise ou non, moi personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Mais oui, même si c'est un vote par sanction, même s'il n'y a que 24% de la population. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux. Mais en attendant, il y a des gens qui ont soit appuyé sur le bouton, soit qui ont mis un petit billet dans l'urne. Et ça, mes collègues se disent, mais à partir du moment il est légitime, on ne peut pas non plus baisser les pieds, on doit faire notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, ce que je reproche, c'est que certains de mes collègues ne font pas leur boulot correctement. Et ça, je leur reproche. Parce que ça nous met une population à dos, ça nous donne une mauvaise image, et il n'y a qu'à voir. Moi, tu sais, je lis très souvent les commentaires par rapport à des problèmes que peuvent avoir des policiers au quotidien, que ce soit sur RP ou sur d'autres chaînes. Il y a une véritable haine contre nous. Il y a véritablement une part de la population qui est montée contre nous, ce que je peux comprendre. Et j'ai peur qu'il y ait un radicalisme aussi de l'autre côté, et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, sincèrement, si jamais on a l'occasion de refaire un live ensemble, on pourra continuer à discuter. Avec plaisir. Mais voilà, merci pour ce que tu fais en tout cas, merci pour ce que vous faites, merci aussi à tous les gens qui suivent le live. Exactement, parce qu'il y a plus de 5000 personnes et qui font un énorme partage et vraiment bravo à eux. On a des gars d'APEC qui sont géniaux, on a des officiers qui sont corrects, on a des commissaires qui sont corrects, et malheureusement, on a des abrutis aussi, c'est comme partout. Voilà. Merci à toi et vraiment, sincèrement, hein, comme avec ta collègue, un énorme merci parce que oui, il y a une prise de risque, oui, il y a des choses et il faut oser le pas. On a contacté plus d'une 50aine de policiers. Les deux seuls qui ont répondu favorable, à part Alexandre. Alexandre, je l'ai déjà remercié là-dessus parce qu'à chaque fois que je le sollicite, il est toujours présent et c'est vraiment merci à lui. Mais les deux seuls policiers qui ont répondu présent, c'est toi et ta collègue, enfin ta collègue, je ne travaille pas forcément avec elle, hein, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, vous étiez deux à répondre à cette invitation et je tiens à vous en remercier et à avoir dit les vérités que tu as pu dire parce que je pense que de ma bouche, ça ne veut rien dire, mais de la bouche d'un policier, ça peut être pris différemment et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à vous entendre beaucoup plus, et vraiment énormément. Les citoyens ont besoin de vous entendre, sincèrement. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher le mouvement, il ne faut surtout pas lâcher, il faut continuer à manifester et il ne faut pas lâcher. Donc, c'est moi, tant que c'est autorisé, je continuerai, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous et merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Ah, ouais. Alors pour les gens qui pourraient dire ah bah ça y est on sait qui c'est parce que c'est marqué son nom parce qu'il a raccroché, non c'est un faux profil, je tiens à le dire à tout de suite, qui a été créé, qu'il a créé pour le live, il m'avait averti par message et qui sera supprimé après le live, donc ça sert à rien d'aller chercher des histoires là où il n'y en a pas. Alexandre Langlois, réaction par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre et après on fera un petit bilan global et après je laisserai tout le monde tranquille parce qu'on a tous une vie de famille et je sais que tu as attendu et on finira après avec Philippe. Ouais, ça va. Écoute, déjà, ils ont bien résumé mes collègues. Le Castaner, il a rien à faire là, mais même Macron sait qu'il a rien à faire là. Quand Collomb était ministre de l'Intérieur, c'était un ministre d'État, deuxième par ordre protocolaire. Quand il a nommé Christophe Castaner, il l'a collé 12e par ordre protocolaire, 12e. Je crois que c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur est aussi bas dans le protocole, et pas le titre de ministre d'État. Voilà. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que même eux, ils lui font pas confiance. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur, c'est une vaste blague, donc je vais arrêter d'en parler. Si vous voulez vraiment tout ce que je pense sur lui, il y a plein de choses dans mon livre sur lui, voilà, ces phrases Codoto pendant qu'on est en train de manifester, qu'il y a des gens qui assurent l'ordre, c'est une caricature de ministre. Après, on a Monsieur l'Allemand. Monsieur l'Allemand, c'est un pur produit qui monte parce qu'il a compris qu'il fallait faire plaisir à ses maîtres. Voilà. Mais même en faisant plaisir, il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser, comme a rappelé tout à l'heure Philippe, il y a la loi. Donc on ne peut pas se passer du devoir de neutralité. On ne peut pas donner son opinion, même si c'est pour cirer les pompes au-dessus. Donc non, il y a beaucoup de mes collègues qui ne comprennent pas ce que fait ce préfet de police. Surtout que si c'est pas lui qui prend les pavés, hein, c'est pas lui qui est borgne et c'est pas lui qui se retrouve au tribunal. Parce que je rappelle une chose importante, à chaque fois qu'un policier va au tribunal, il n'y a jamais la hiérarchie qui s'y retrouve non plus. Moi, j'aimerais bien que Monsieur l'Allemand il aille au tribunal pour expliquer pourquoi il a donné ses ordres, pourquoi il a laissé les pavés, pourquoi il a laissé les gens s'équiper de LBD, pourquoi il a laissé la place. Il y a beaucoup de questions, il faudrait qu'il en réponde.
Parce que lui, il est dans sa petite salle à jouer avec ses caméras qui tournent dans tous les sens, hein, et pour dire qu'il a aucune, je veux dire, connaissance du métier de policier, c'est que même quand il a été interrogé au Sénat, il y a quelques mois, il a dit non, je vois pas, les policiers sont pas épuisés, hein. Enfin, il n'y a pas de fatigue, peut-être un peu physique, mais morale, tout va bien, hein. Donc des dizaines de suicides, hein, on le rappelle. Et lui, par contre, il avait dit, oh, moi je suis un petit peu fatigué quand même, hein. Ça fait plusieurs week-ends que je suis sur ma chaise à la salle de commandement, donc je suis fatigué. Et ça, devant caméra au Sénat. Donc voilà, ça c'est la personne qui nous dirige, donc avec un mépris le plus grand. Donc après, oui, tombons pas dans le piège des oppositions, parce que le gouvernement va se servir, enfin le gouvernement actuel et des gens qui nous dirigent, des gens les plus extrêmes qui sont prêts à tout pour faire des exactions, j'allais dire, et qu'ils ont l'impression qu'avec le climat actuel, ils sont couverts. Donc on va montrer ces quelques personnes de chaque côté, parce que j'ai envie de dire, c'est dramatique tous les éborgnés. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement, les mutilés le week-end dernier pour voir Manu. Je devais normalement déclarer sur Paris avec des gilets jaunes pour marquer le coup, quoi, dire bah voilà. On a fait le choix plutôt pardon, d'aller à Valenciennes pour deux raisons. C'est qu'un, à Paris, on n'est pas en sécurité pour manifester tant que c'est l'autre fou furieux qui dirige, parce qu'il tend des pièges aux manifestants. Donc moi, il n'y a pas à manifester pour être blessé ou mutilé. Et la deuxième chose, bah, c'est que au bout d'un moment, ce qui m'a fait honte, c'est qu'aucun ministre, aucun préfet, aucun commissaire n'est venu présenter ses excuses aux mutilés. Et dans l'histoire de Manu, il n'y avait aucun doute, il discutait avec des copains, il n'a rien fait. Un tir de grenade, ça ne peut pas être un tir tendu, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire j'ai mal visé, c'est pas possible. Donc c'est volontaire de tirer sur des gens qui n'ont rien fait. Donc c'était vraiment la honte la plus totale. Voilà. Donc voilà, les policiers, je rappelle qu'il y en a beaucoup qui sont solidaires du mouvement depuis le début. Notre syndicat l'est, parce que le mouvement est un syndical, donc c'est pour ça qu'on dit à nos adhérents, si vous manifestez, vous y allez avec le gilet jaune ou en tous les cas de façon anonyme. Il y a d'autres syndicats et d'autres organisations également qui soutiennent. Je pense à France Police, il y a l'UPNI, le MPC, il y a des associations. Donc voilà, donc rien n'est perdu. Ne tombons pas dans le panneau de ce gouvernement qui veut juste montrer les oppositions extrêmes, mais pas du tout les 90% de gens qui veulent juste me vivre à la fin du mois, quoi. Donc, y compris les policiers. Une dernière question que je me permets de te poser, Alexandre. Il y a une fracture entre les citoyens et la police. On l'a nommé à travers tout ce live, le pourquoi du comment. Est-ce que tu as une solution, quelque chose à dire à travers ça pour essayer que ça se passe mieux ou qu'on arrive à s'associer ou qu'on arrive à calmer cette violence aller à la rigueur, si on veut, des deux côtés. On s'en fout. Mais là, c'est un live pour les policiers. Comment on pourrait faire? Est-ce que tu as une idée? Une idée pour que ça se passe un petit peu mieux? Moi, je me rappelle du 17 novembre de l'année dernière où je suis sorti, où j'avais les policiers à côté de moi. Ils étaient avec nous. On était sur des points de blocage et ce qui s'ensuit. Tout se passait très, très bien. Je ne parle pas de Paris. Je parle, moi, j'étais à Antibes, j'étais à Cannes-sur-Mer, j'étais à Nice et ce qui s'ensuit. Après, la dérive est venue après avec les ordres d'État. Et une fois qu'il y a eu ces ordres d'État, la violence des forces policières a été là, à attaquer les manifestants, à les gazer, à tirer dessus. Et il y a eu du répondant en face. Comment faire? Est-ce que vraiment, on a vraiment la solution pour arranger les choses, puisque ces ordres seront toujours donnés par cet État, parce que ça les arrange bien. Et ils sont jouissifs de ça aujourd'hui. Parce qu'ils créent la division, ils créent le fossé. Et plus ils vont créer ce fossé, plus ça les arrange. Alors comment faire? Bah, je veux dire, déjà, continuons les émissions comme ce soir, voilà, comme Manu qui m'a autorisé à venir sur la manifestation organisée par sa famille pour qu'on puisse discuter. Parce qu'effectivement, quand des policiers ou des gendarmes sont sur un maintien de l'ordre, c'est pas le moment où ils pourront discuter. Donc, quand on discute avec des gens de la société civile de façon générale, ils disent ah oui, mais moi je connais un policier. Bah, je veux dire, bah, va lui parler, va lui expliquer, discute avec lui. Amène-le dans des discussions, dans des lives, même avec des cagoules, parce qu'effectivement, même quand on a un mandat syndical, on s'en prend plein les dents. Donc, je remercie mes deux collègues qui étaient là tout à l'heure. C'était un acte de courage, parce que l'administration va même, avec leur cagoule et tout ce que tu as dit, ils vont tout faire pour les retrouver. Mais bien sûr. S'ils les retrouvent, ça va mal se passer pour eux. Donc, je trouve leur acte très courageux. Donc, dès que tous les gens qui connaissent des policiers, allez leur parler. Dites-leur ce que vous pensez, ce que vous faites. J'invite mes collègues également à aller dans les cortèges. Si vous soutenez le mouvement pour mieux vivre à la fin du mois, je ne vois pas comment on ne peut pas accepter de se dire qu'on veut mieux vivre à la fin du mois. Surtout pour mes collègues, je rappelle qu'on est une des polices les moins bien payées d'Europe. Donc, je veux dire, on a vraiment de quoi se faire du souci. Donc, allez-y, je veux dire, on est sensible au combat. Donc, allons discuter tous ensemble. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que si jamais, tiens, bah oui, mais il y a machin qui va être sur le maintien de l'ordre. Ah bah oui, donc, mais oui, mais en face, j'ai telle personne que je connais ou il y a tel collègue qui va manifester aujourd'hui.
faut juste qu'on discute entre nous. Au bout d'un moment, ils sont pas très nombreux en fait en haut. Donc, il va falloir qu'ils comprennent que ils ont essayé de nous opposer. Et puis, on va essayer de les faire mentir, quoi. Et de leur dire, on est 99% de la population. À tout casser, vous êtes 1%. Vous avez voulu faire passer les policiers pour des sauvages en montrant des vidéos dans tous les sens, en laissant tourner sur Internet. Je rappelle, je me fais l'avocat du pire, hein. Imaginons que toutes les vidéos de violence policière soient illégitimes, soient condamnables, etc. Je ne le pense pas. Il y a des fois, il y avait malheureusement des nécessités d'user la violence pour établir l'ordre ou pour défendre des personnes. Et je prends le cas le pire. Imaginons que ce soit tout est vrai. Je rappelle qu'il y a plus de 200 000 fonctionnaires de force de l'ordre sur quelques centaines de vidéos. On est à moins de 1% de dérive. C'est inadmissible et c'est tout à fait condamnable. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il y a quand même 99% de personnes qui sont quand même très bien. Donc allons vers ces 99%, ne l'oublions pas. Même chose pour mes collègues. Je leur passe le même message. Ne croyez pas que les manifestants sont des gens violents. Je vous invite à aller en manifestation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je veux dire, on va nous montrer un épiphénomène de quelques centaines de personnes qui cassent, qui brûlent. Oui, très bien. Sur toute la population française ou même juste sur tous les manifestants, c'est aussi la minorité. Pensons aux 99% qui veulent juste mieux vivre à la fin du mois et qui se battent pour eux, pour leurs enfants, pour nos aînés, voilà, pour tout le monde. Donc arrêtons de chaque côté de croire que les 1% qu'on nous montre, qu'on monte dans tous les sens, c'est la vérité. Oui, ils existent, oui, ils sont condamnables. De chaque côté, nous, on s'est toujours battus pour et condamner toutes les violences illégitimes. Maintenant, il faut rester raisonnable, c'est-à-dire et que le dialogue ne se rompe pas entre le reste de la population. Sinon, je vais dire, on va faire le jeu du préfet allemand. Je veux dire, c'est voir deux camps, c'est les camps du préfet allemand. Moi, je lui laisse ces camps. Moi, j'ai juste le camp des délinquants et des criminels et du reste de la population. Toutes les autres personnes qui disent ah non, mais les policiers sont méchants, vous êtes au même niveau que le préfet allemand. Donc maintenant, s'il y en a à qui ça leur va, très bien. Moi, je combattrai tous les gens qui voient ce clivage parce que c'est nocif et dangereux. Et puis, je vais répondre à l'autre question que tu avais posée, parce que je vais devoir y aller. Le 5 décembre, je serai dans la rue. Mon organisation syndicale appellera à y aller. Toutes les personnes qui veulent y aller sont bienvenues. Là, on y sera avec les drapeaux, en tous les cas de façon visible, parce que du coup, c'est une manifestation syndicale. Par contre, nous, on n'a aucun problème. S'il y en a qui veulent venir nous voir, porter nos drapeaux ou s'amuser avec nous, vous êtes les bienvenus. Et en espérant que ça dure et que peut-être qu'enfin, il y aura une convergence de tout le monde pour que ça fasse avancer les choses. Merci. Du temps, j'espère. Voilà. Merci parce que c'est important. Avant que tu nous quittes, s'il te plaît, Alexandre, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, si tu peux nous rappeler le titre de ton livre qui est à disposition, qui est rempli de vérité. Voilà, je te fais l'ennemi de l'intérieur. C'est à l'envers parce qu'il y a la caméra. L'ennemi de l'intérieur, donc dérive et dysfonctionnement de la police nationale. Et l'objectif, c'est que les gens comprennent comment ça fonctionne en interne, les pressions qu'on peut avoir, les ordres qu'on peut avoir, l'IGPN, comment c'est, le ministre qu'on a. Et le but surtout, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, il y a quelques pistes de réflexion pour améliorer les choses. Mais je crois, en fait, comme le mouvement des Gilets, on a l'intelligence collective. Et c'est que chacun puisse s'approprier le sujet et faire des propositions, parce que c'est ce que je marque en 4e de couverture, mais j'y crois profondément. C'est que la police nationale est au service du peuple. Donc c'est au peuple de décider ce qu'il veut faire de sa police. Voilà, le gouvernement répond toujours à comment il veut l'utiliser, on va faire ci, on va faire ça. Maintenant, le pourquoi de la police, et ce serait bien que le peuple y réponde. Parce que sinon, on va laisser les gens du gouvernement répondre à comment ils vont s'en servir plutôt que de pourquoi ils doivent s'en servir. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci à toi. Et je suis désolé de devoir vous quitter, mais non, c'est pas grave. Je vais conclure après avec Philippe, il n'y a aucun souci. Merci à toi d'avoir répondu présent, encore une fois. Et puis en plus, un avocat, la parole à la défense est toujours à la fin. Donc voilà. Bonne soirée à tous les deux et merci beaucoup. Merci. Merci Alexandre. Salut. À très vite. À très vite. Philippe, le petit résumé pour conclure. J'aimerais, comme disait Alexandre, la parole est à la défense. Il y a évidemment du ressentiment vis-à-vis des forces de l'ordre par rapport aux manifestants, par rapport à ce mouvement social, et c'est tout à fait juste et c'est compréhensible. Moi-même, j'ai été blessé plusieurs fois et je sais, c'est vrai que si j'étais pas allé à la manifestation, je n'aurais pas été blessé. Mais ces blessures ont été faites sur tout le monde pour dire ne revenez plus. Et ça ne m'a pas empêché de revenir et d'être témoin de tout ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut rester fort sur les revendications premières de ce mouvement qui est inédit sous la Ve République. Et je crois que c'est le nombre qui l'emportera et non pas la violence. Je donne comme exemple le Liban. Le gouvernement Hariri a démissionné, le peuple est descendu dans la rue en masse contre un gouvernement de corrompus et voilà, maintenant on est en train, le président de la République est en train de reconstituer un nouveau gouvernement, qui répondra peut-être pas à la demande des gens puisqu'il faut des nouvelles élections,
Mais c'est une réalité. On peut voir aussi en Bolivie, le président est parti et le peuple reprend sa destinée en main. C'est le peuple qui doit reprendre sa destinée en main, mais de manière pacifique, pas de manière désorganisée ou de manière violente, parce qu'il faut éviter des violences inutiles, parce que d'un côté comme de l'autre, et je l'ai toujours dit, j'ai autant de compassion pour nos blessés gilets jaunes que pour les blessés des parce qu'on est tous des citoyens. Et la preuve, comme l'a témoigné Alexandre et les deux autres policiers, c'est que eux aussi sont des citoyens qui sont dans la souffrance aussi. Et regardez le nombre de suicides qui est énorme. Moi, je suis ému par ce nombre de policiers qui se suicident. Et ça prouve un véritable malaise dans la profession. Il y a aussi des suicides chez les citoyens, peut-être qu'ils ne remontent pas, mais il y a aussi beaucoup de suicides chez les agriculteurs. Donc, je crois que si on veut des changements conséquents, il faut être patient, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui sont impatients, qui sont déçus, qui disent ah, vous n'avez rien fait. Mais attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et notre destin est toujours entre nos mains. Et je crois que ce mouvement, même s'il y a moins de manifestations ou que les manifestations ne sont plus... il évolue, il change. Le mouvement évolue, il change et il peut muter. Et il faut attendre, voir ce qui va se passer le 5 décembre. Évidemment, je serai présent. Les avocats ont décidé d'être présents, Philippe? Les avocats seront présents, je serai présent. Et les avocats font grève ce jour-là. Et c'est tout à fait légitime compte tenu de cette réforme des retraites qui est une usine à gaz, on ne comprend rien de le voir. Il faudrait qu'il revoie son mode d'emploi parce qu'on ne comprend pas du tout ce régime universel. Ça fait plutôt une réforme de gens qui se sentent un peu déjà coupables de quelque chose. Et c'est sûr qu'en l'état, cette réforme va nous apporter quelque chose qui sera à l'encontre de l'intérêt des gens qui prendront leur retraite. Donc, très bien. Voilà ma conclusion. Je te remercie, Olivier, de tout le travail de fond que tu fais, de toute ton application. Moi, je suis qu'un défenseur, je ne suis pas un porte-parole, je ne suis pas une figure. Les gens confondent. Moi, j'étais là pour défendre les gens, je suis là pour les défendre, pour essayer de dénoncer ce qui doit être dénoncé, et ça s'arrête là. Mais moi, je compte sur ton travail, sur tes efforts pour on essaye de faire du mieux possible, même si ce n'est pas toujours évident. Je finirai juste avec deux petits derniers mots et après, on se quittera tous ensemble. 5 décembre, oui, j'espère à cette convergence, oui. J'espère aussi cette réforme des retraites, oui, il faut qu'elle valse parce que c'est la pire des réformes qu'on a pu connaître, comme parmi d'autres réformes qui sont passées. Mais j'espère que ces revendications vont s'élargir quand même un petit peu, puisque même si on arrive à faire valser cette réforme des retraites, je pense que ce 5 décembre, on va arriver à mobiliser des milliers et des milliers de personnes dans la rue. Alors essayons d'aller porter aussi ensemble d'autres revendications qui pourront avoir un effet efficace et tout de suite quand les gens rentreront chez eux. Je m'exprime à travers du pouvoir d'achat et plein d'autres choses pour que les gens puissent vivre mieux, et c'est vraiment ça qu'on recherche. Mais bien sûr, bien entendu, faire sauter cette réforme. Merci à toi, Philippe, d'avoir été là. Je remercie tous les gens qui ont été en ligne, même si beaucoup de gens étaient indécis et ce qui s'ensuit. J'ai les retours des administrateurs. Les gens ont été le plus correct qui soit. Il y a toujours des gens qui sortent un petit peu du lot, mais ça fait partie des choses. Mais on ne va pas en faire un fromage et on ne va pas s'attarder sur ces gens-là. Non, il y a toujours des gens agités. Beaucoup de gens, bien sûr. Et après, à la rigueur, il y a des gens qu'on peut comprendre aussi, qui ont subi des choses qui sont terribles aussi. Il faut essayer de se mettre à la place de tout le monde. Et je sais que c'est compliqué. J'essaye de le faire du mieux que je peux, même si à certains moments, j'ai les dents qui commencent à grincer de plus en plus parce que c'est long, fatigant. Et à travers tout ce qu'on a pu voir depuis un an, ça commence à être lourd. Et des amalgames, malheureusement, on peut tous être tentés d'en faire à un moment ou à un autre. Tout ce que je demande, c'est soyons unis, une fois pour toutes, pour la victoire contre ce gouvernement qui nous méprise totalement. Et tous ensemble, soyez bien conscients qu'on est bien plus fort qu'eux. À très vite. Force, courage et honneur à tous.